Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce premier numéro d'Enquête de santé de la saison. Ce soir, nous allons nous pencher sur un sujet qui nous préoccupe tous, le cholestérol. Infarctus, maladies artérielles, depuis une soixantaine d'années, on a désigné un coupable. Le mauvais cholestérol, c'est lui qui encrasserait nos artères et favoriserait les accidents cardiovasculaires. Pourquoi une molécule pourtant indispensable à la vie est-elle devenue l'ennemi juré de notre santé? Bonsoir Marina. Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Pour lutter contre le cholestérol, plus de 6 millions de Français prennent des médicaments, les statines. Mais la polémique enfle autour de ces traitements. Des chercheurs dénoncent leurs effets nocifs et leur manque d'efficacité pour réduire la mortalité. Certains experts vont même jusqu'à remettre en cause l'existence même du mauvais cholestérol. Alors le danger du cholestérol, mythe ou réalité? Nous allons essayer d'éclaircir ce soir ces questions épineuses avec nos invités, lipidologues, cardiologues, experts. Cardiologue, virgule, expert. Des fautes de liaison, c'est pas bien du tout. Mais cardiologue expert aussi. Quand même. Benoît, bonsoir. Bonsoir Marina, bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors il y a des différents moyens pour poser des questions et j'imagine déjà beaucoup de questions qui sont arrivées. Déjà des questions par SMS. Anne-Marie par exemple qui nous dit pourquoi le taux de cholestérol devrait-il être abaissé si le corps le fabrique, c'est bien qu'il est utile, non? Ou encore François qui nous dit mon père a 97 ans, 3,3 grammes de cholestérol depuis toujours, c'est trop, on le verra tout à l'heure, mais valide et lucide, doit-il prendre des statines? On répondra bien sûr à ces questions et à toutes celles que vous nous enverrez, soit par SMS au 41 555, soit via le web. Vous avez au choix france5.fr ou allodocteur.fr. Vous pouvez aussi débattre et nous interroger via Twitter, #SantéF5. Voilà, on se retrouve après la diffusion de Cholestérol, le coupable idéal, un film de Bruno Timsit, Christian Gallet et Olivier Leplan. On l'accuse d'être un tueur en série qui utiliserait certains aliments pour commettre ses crimes. Il laisse une foule d'indices sur nos analyses de sang. Cet ennemi que tout le monde traque, c'est le cholestérol. Et pour beaucoup, sa culpabilité ne fait aucun doute. Pourtant, en menant l'enquête, nous avons découvert une toute autre vérité. Aujourd'hui, des scientifiques affirment que le cholestérol n'est pas si dangereux pour la santé. Il ne bouge pas les artères, ou du moins, ce n'est pas aussi simple. C'est une caricature. Évidemment, le cholestérol n'est pas un ennemi. Le cholestérol, c'est un élément absolument indispensable à la vie. C'est le principal constituant des membranes cellulaires, de toutes les cellules qui nous composent. Il serait même inutile de contrôler notre taux de cholestérol, comme si notre vie en dépendait. On a réussi à imposer ce truc complètement délirant que, au lieu de traiter des patients, on traite des chiffres. Des médecins accusent les industriels de surfer sur la peur du cholestérol pour vendre leurs produits. Là, on a un niveau de preuve qui est nul. Et il est plutôt déconseillé de consommer ces produits-là. Grâce aux médicaments anti-cholestérol, les statines, les laboratoires pharmaceutiques ont fait d'immenses profits. On a dit que les statines étaient tellement bonnes que certains ont même pensé à en mettre dans l'eau du robinet. Mais l'efficacité des statines est aujourd'hui remise en question et de nombreux patients souffrent d'effets indésirables. On n'imagine pas qu'un traitement qui est censé vous soigner vous démolisse. Moi, je vous le dis, ces médicaments sont inutiles, inefficaces, et ils sont très toxiques. Il existe en France de vrais malades du cholestérol. Et le plus souvent, cela ne se voit pas.
Grégory a 33 ans, jeune, sportif. Pourtant, c'est bien pour son cholestérol qu'il se rend régulièrement dans ce grand hôpital parisien. Bonjour. 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 Grégory a un taux de cholestérol dans son sang qui n'a rien à voir avec le reste de la population. Cela ne dépend pas de son alimentation. C'est une maladie génétique décelée quand il avait 11 ans, à l'occasion d'une prise de sang. Est-ce que ça te fait mal? Non. La prise de sang a révélé un taux de cholestérol de 7,35 g. Donc, crise de panique, alerte générale, comme on dit. C'est énorme, sachant que chez l'adulte, déjà, c'est à 2,5 g, on est censé faire un régime et voire une prise de médicaments. Donc, 7,35 g, c'est très, très important, oui. Alors, c'est parti. Le jeune homme est traité grâce à cette machine. Elle filtre son sang et le débarrasse du cholestérol. Le but, c'est qu'il ressorte de l'hôpital avec un taux de cholestérol normal. Bonjour, monsieur Grégory, le maire, ça va? Ça va bien, et vous? Beaucoup de Français pensent que dans leur famille, on a trop de cholestérol. Le cas de Grégory et des patients de ce service est très différent. Ils souffrent d'un véritable dysfonctionnement du métabolisme. Contrairement au reste de la population, le cholestérol présent dans leur sang n'est jamais absorbé par leurs cellules. Dès leur naissance, il s'accumule ainsi dans les artères. Sans traitement, l'infarctus menace dès la fin de l'adolescence. Il faut savoir que cette maladie, dans le temps, quand il n'y avait pas tous ces traitements, les jeunes ne dépassaient pas la moyenne d'âge de 20 ans. Voilà, ils décédaient avant 20 ans d'une mort subite en général. Les dépôts de cholestérol se font au niveau de, juste au début de la racine de l'aorte, de sorte qu'ils font des morts subites, quand ce n'est pas diagnostiqué. Cette maladie rare s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Elle touche quelques dizaines de milliers de personnes en France. Seuls les cas les plus graves sont traités à l'hôpital. Séance terminée pour Grégory. Il devra revenir dans 15 jours. Ça s'est bien passé, Grégory? Bien passé, oui. Ça a été, comme d'habitude. C'est la routine un petit peu? Bonne séance. Oui, c'est la routine. Donc maintenant, on va aller rejoindre tout le monde. On va aller manger, j'ai faim. Et puis on va aller voir sa petite famille. Allez, en 15 jours. Ouais. Toi aussi, bon courage. Oui, toi aussi. Les filles, salut. Prochaine. Ciao, ciao. À cause d'un gène défectueux, le cholestérol est pour Grégory un ennemi mortel. Et le problème, c'est qu'il a transmis ce gène à ses enfants. Il retrouve sa famille dans le nord, à la frontière franco-belge. Bonjour, papa. Bonjour, Victor. Même si leur mère ne souffre pas de la même maladie, Victor, 7 ans, et Suzy, 3 ans et demi, ont eux aussi des taux de cholestérol bien au-dessus de la moyenne. Il y a d'abord le cholestérol total. Et il y a surtout le LDL cholestérol, ce qu'on a coutume d'appeler le mauvais cholestérol. C'est celui-ci qui est le plus surveillé par les médecins. En fait, à Suzy, donc on a fait une première prise de sang en mai de l'année passée. Et donc, en fait, on avait un cholestérol total de 2,72 g. Donc, sachant que c'est 2,5 g chez un adulte au maxi. Avec un LDL de 2,24, alors qu'ils préconisent un LDL inférieur à 1,60. Donc, en fait, ils ont déjà du cholestérol, en fait. Victor, tu vas aussi venir manger tes raisins? Tu peux arrêter la tablette, s'il te plaît? Et il fait quoi? C'est bien cuit. Pour les deux enfants, pas besoin de faire des séjours à l'hôpital. Mais toute leur vie, ils devront se surveiller. Les médecins disent clairement de faire attention à la nourriture et après, plus tard, il faudra les préconiser surtout de ne pas fumer, parce que pas fumer, et l'alcool au minimum, enfin ils pourront faire la fête, mais voilà, pas tous les jours. Et faire attention de ne pas manger gras tous les jours aussi, oui. Ils auront une contrainte alimentaire à suivre tout le long de leur vie. Ajouter à des médicaments? Ajouter sûrement à des médicaments, oui. Dans cette famille, les enfants devront prendre des médicaments, sans doute dès l'âge de 8 ou 10 ans. Car il faudra à tout prix faire baisser leur taux de cholestérol. Pour les personnes atteintes de cette maladie génétique, c'est une certitude. Le cholestérol est bien coupable. Beaucoup de Français pensent aussi
avoir trop de cholestérol. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas l'ennemi que l'on imagine. Pour savoir ce qu'est vraiment le cholestérol, nous sommes allés voir l'un des plus grands experts français des lipides. Malgré sa stature longiligne, le professeur Philippe Legrand est un spécialiste du gras. Il est toujours un peu amusé des clichés sur le cholestérol. Cette molécule montrée du doigt nous est en fait absolument indispensable. Bien au-delà de ce que nous mangeons, nous fabriquons nous-mêmes notre cholestérol. Le cholestérol, il est partout. Toutes les cellules de l'organisme sont capables d'en fabriquer parce que toutes en ont besoin. Donc il est dans les structures mêmes des cellules. Ses fonctions sont indispensables à la vie, comme à la base, structure des membranes cellulaires. Sans cholestérol, il n'y a pas de membrane, donc il n'y a pas de cellules. Ça, c'est la première chose. La deuxième fonction, encore plus spécifique, c'est tout ce qui est à la base des hormones qui portent son nom, donc les hormones stéroïdes, qui viennent du mot stérol. Et en particulier, ce qui est le plus connu, c'est tout ce qui correspond aux hormones sexuelles, au développement des gonades chez les animaux. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction qu'on trouve dans la bile, c'est-à-dire il est à la base des petites molécules qui nous permettent de digérer les lipides, c'est ce qu'on appelle les sels biliaires. Bref, sans cholestérol, pas de digestion possible, pas de reproduction. Et toutes les cellules de notre corps seraient condamnées. Si on n'a pas de cholestérol dans nos cellules, oui, on meurt. C'est-à-dire qu'on ne survivra pas. Le cholestérol est donc un allié de notre organisme. Mais depuis des décennies, on nous dit qu'en excès dans notre sang, il serait responsable des accidents cardiovasculaires. La traque de cet ennemi invisible a débuté il y a un peu plus de 60 ans, aux États-Unis. Dans l'après-guerre, les hommes américains sont terrassés par un fléau, devenu dans le pays la première cause de mortalité. Les accidents cardiovasculaires. L'Amérique cherche un coupable. L'enquête est confiée à Ansel Keys, l'un des plus célèbres scientifiques de l'époque. Of 10 men, we can expect 5 to get it. But we can't say who, or when, or why. La mortalité par infarctus est la première cause de décès aux États-Unis. C'est un décès sur 2, et ce sont des hommes, souvent jeunes, moins de 50 ans. Et Ansel Keys pense que le cholestérol est le grand coupable. Pour confirmer ce qui n'est alors qu'une intuition, Ansel Keys fait passer des tests à des milliers de patients afin d'étudier leur risque cardiovasculaire. L'étude qui, selon ses promoteurs, démontre la culpabilité du cholestérol s'appelle l'étude des 7 pays. Ansel Keys recueille des données sur différents groupes de population à travers le monde avec l'aide d'une équipe de scientifiques internationaux. Et donc il va leur demander des choses très très simples, il va leur demander des statistiques concernant la mortalité cardiovasculaire dans chacun de leurs pays, et il va leur demander sur des cohortes représentatives de chaque pays et de mesurer le cholestérol moyen. Voilà. Et ensuite il fait une courbe, en bas le cholestérol, en ordonnée la mortalité cardiovasculaire. Ce qu'Ansel Keys veut démontrer, c'est qu'un cholestérol élevé provoque des maladies cardiovasculaires. En apparence, la théorie fonctionne. Les Finlandais sont ceux qui ont le taux de cholestérol le plus élevé. Ce sont eux aussi qui meurent le plus d'accidents cardiovasculaires. Des accidents que les Grecs, à l'inverse, connaissent très peu. Et ils ont justement un taux de cholestérol très bas. Toutes les populations semblent bien alignées le long de la droite tracée par Ansel Keys. Mais aujourd'hui, des scientifiques remettent en cause cette théorie. Car on a découvert il y a quelques années des éléments très embarrassants dans les archives du chercheur américain. Des données qu'Ansel Keys avait soigneusement laissées de côté. Au départ, il n'y avait pas 7 pays, mais une vingtaine. Les pays oubliés ne collaient pas avec la démonstration du chercheur américain. La Suisse, l'Allemagne ou la France ont par exemple des taux de cholestérol très élevés et une mortalité cardiovasculaire très faible.
Les Français, à l'époque, ils avaient une mortalité cardiovasculaire qui était très basse, avec le même niveau de cholestérol que les Finlandais, qui avaient un niveau de mortalité cardiovasculaire très élevé. Comment voulez-vous faire une droite avec 2 points extrêmes? C'est impossible, voilà. Certains disent même que quand il a étudié la Grèce, comme un des pays très, très bénéfiques, il l'a fait pendant le carême pour être sûr que ce soit bien homogène, quoi. Donc, mais bon, les petites histoires de la science ont aussi leur côté un peu humoristique. Donc ça devait quand même pas être un tendre et il devait aimer avoir raison et raison définitivement contre tout le monde. Moi, qu'on puisse dire avec le recul, c'est que c'était pas de la grande finesse. Donc l'étude des 7 pays est une étude typiquement falsifiée qu'il faut mettre à la poubelle. Le lien entre taux de cholestérol élevé et maladie cardiovasculaire n'est donc pas automatique. Mais à l'époque, le mal est fait. Le coupable semble tout trouver et la peur s'installe, aux États-Unis comme en France. Oh, j'ai fait quelque chose de très vilain, je crois bien, qui est dans le sang, je sais pas où. C'est une maladie du sang, du cœur, je sais pas quoi, quelque chose comme ça, quoi. C'est un dépôt qui se forme dans les artères. Oh ben ça, je crois que j'en ai. Ça, je crois que j'en ai. Ah, mais c'est très grave, oui, parce que je ne sais pas au juste ce que c'est, mais je sais que c'est grave. Aujourd'hui encore, voici l'idée la plus répandue sur le cholestérol. Cette substance grasse boucherait nos artères, comparée à de la plomberie dans ce message publicitaire. Mais cette image choc correspond-elle à la réalité? Le centre Marie-Lannelongue, en région parisienne, est l'un des services de chirurgie cardiovasculaire les plus réputés en France. Tous les jours, le docteur Sarah Hamdi a un œil sur nos artères. Elle opère lorsque les artères menacent de se boucher et de provoquer un accident cardiovasculaire. Monsieur, vous allez respirer tranquillement de l'oxygène, voilà, et on va vous endormir. Voilà, très bien. Ce patient doit absolument être opéré. L'état de sa jambe révèle un problème aigu de circulation sanguine. Super. Ouais, tiens bien. Si on ne l'opérait pas, ce patient risque en fait d'infecter ses plaies au niveau de son membre inférieur à gauche. Donc elles ne vont pas cicatriser, il va s'infecter, ça va être une gangrène et donc ça risque malheureusement quand c'est comme ça de se terminer par une amputation au niveau de son membre inférieur. Le cas est grave. Ce qui menace cet homme, ce sont des plaques d'athérome. Elles se forment sur la paroi interne des artères qui s'épaississent et empêchent la bonne circulation du sang. Quand on descend notre doigt et qu'on palpe la fémorale superficielle ici, on sent des plaques athéromateuses. Voilà. Elle est complètement dure. Ça, dans le langage un petit peu de vulgarisation médicale, on dit qu'on a une artère qui est comme un tuyau de plomb. Un premier morceau de plaque d'athérome est enlevé, de la taille d'un haricot. Puis un second, de la taille d'une grosse crevette, d'au moins 4 ou 5 cm. Ces dépôts, ce sont les ennemis de nos artères. Mais ces plaques à l'aspect peu ragoûtant ne sont constituées que d'une toute petite partie de cholestérol. Je pense que ça a été à un moment donné un petit peu vulgarisé de cette façon-là. On a expliqué aux gens aussi que voilà, ils avaient du cholestérol, ils développaient des plaques d'athérome en conséquence. On s'est rendu compte avec les études, etc., qui ont été menées, que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a une partie de ces plaques qui est constituée de cholestérol, mais c'est aussi du calcaire, c'est fibrocalcique. Pour l'essentiel donc, des tissus fibreux et du calcaire, accumulés dans l'artère suite à une cascade de réactions inflammatoires. Chez ce patient, le cholestérol n'est donc pas le seul responsable. Tabac, sédentarité, hypertension, diabète, la liste des suspects est longue. On souffle bien. 1, 2. Tous ces hommes ont survécu ces dernières semaines à un accident cardiovasculaire. Le but de ce service de réadaptation cardiaque est de leur éviter une récidive. 6. Richard, 65 ans, est l'un de ces rescapés.
Il y a 3 semaines, en pleine nuit, il est assailli par de violentes douleurs. Le dos, le bras, puis le cou. Il appelle le 15. La douleur était telle que je me suis dit, tu fais un truc cardiaque, c'est grave. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais y passer. On revoit des choses qui vous ont marqué, qui passent dans votre tête. Et c'est très impressionnant. La vie qui défile. Oui, la vie qui défile. Richard est emmené aux urgences, où les médecins opèrent une artère et lui sauvent la vie. La dernière fois, vous avez fait 70 watts. Vous avez trouvé ça difficile ou... Jouable. Jouable. L'objectif du centre de réadaptation cardiaque, c'est notamment de donner aux patients comme Richard le goût d'un exercice physique plus régulier, sans mettre leur cœur encore fragile à trop rude épreuve. Il faut qu'ils nous disent que c'est un petit peu dur en fait. Voilà, faut pas qu'ils nous disent je suis éreinté, j'en peux plus. Voilà, on n'est pas. Il faut que ce soit un peu difficile. Là, je pense qu'on est bien. On est bien. Voilà, mais plus ce serait trop. Non, c'est bien. C'est bien. Vélo, mais aussi marche rapide ou natation. 30 minutes d'exercice physique par jour suffisent pour protéger notre système cardiovasculaire. Merci. Au revoir. C'est moi. À demain. Ouais. Bonne journée. Pourquoi Richard a-t-il fait un infarctus? Est-ce la faute du cholestérol? Question de cholestérol, j'avais mon dernier taux, si je parle de mémoire, c'était je crois 2,70 g, avec il y a le bon et le mauvais. J'avais un rapport qui était limite, mais le cardiologue m'avait pas dit, il y a un an et demi, il faut traiter ton cholestérol. Il n'était pas particulièrement élevé? Non, il m'avait même pas dit, fais attention, mange pas de ci, mange pas de ça. Non. Le taux de cholestérol de Richard était tout de même un peu au-dessus des normes. Mais il ne peut expliquer à lui seul son accident. Richard souffrait d'hypertension artérielle. Plus que le cholestérol, c'est son stress qui est désigné comme la principale explication de l'accident. Donc aujourd'hui, on va commencer pour le coup à réfléchir ensemble à ce qu'est le stress. Si je vous demandais une définition du stress, qu'est-ce que ce serait pour vous? Et là, je vais lister les choses du coup. L'atelier gestion du stress doit aider les patients à identifier les situations qui mettent à mal leur système cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient rentrer dans une définition du stress? Les situations stressantes, est-ce que c'est les embouteillages? Est-ce que c'est quand on me demande quelque chose à la dernière minute au travail? Est-ce que c'est ma vie quotidienne avec les enfants? Voilà, repérez les choses assez finement et regardez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? La mauvaise humeur. Oui, la mauvaise humeur. C'est comme ça que je repère que je suis stressé. Très bien. Donc vous savez que quand vous êtes de mauvaise humeur... Oui, je suis stressé. Eh bien, ça, c'est déjà une stratégie qui est adaptée. Vous voyez, de savoir que quand il se passe quelque chose en vous, ça reflète du stress, du coup. Si on devait donner une définition du stress... Quand les situations de stress se présentent, Richard et les autres patients doivent prendre du recul. Et psychologique de votre organisme. Si vous me arrivez en me hurlant dessus, en me disant « tu n'as pas fait ci, tu devais le faire, et c'est insupportable », etc., ça me tétanise. Et là, je suis dans une situation de mauvais stress. Le pouls va être rapide, je vais un peu transpirer, et il va falloir respirer. En 4 semaines, l'équipe médicale tente de changer en profondeur les habitudes de vie. Installez-vous, je prends votre dossier. Le cholestérol est ici considéré comme un facteur de risque. Mais c'est un élément parmi d'autres surveillé par les médecins. Et en particulier du cholestérol qui vous inquiète et qui vous pose problème. Il y a le cholestérol, mais il y a aussi le diabète, il y a la sédentarité, très important, il y a le surpoids et il y a le tabac. L'hypertension artérielle, le stress, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Le cholestérol n'en est qu'un. Alors faut-il s'alarmer s'il est élevé? C'est dans beaucoup de cas le signe que quelque chose ne va pas dans notre organisme. Mais ce n'est pas synonyme de maladie. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que ce n'est pas un poison. Alors, la perception de la société sur les 30 dernières années, c'était le cholestérol est un poison. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le cholestérol est tout à fait normal, mais ils ont quand même un accident cardiovasculaire parce qu'ils ont des antécédents familiaux, parce qu'ils fument, parce qu'ils sont hypertendus, parce qu'ils ont du diabète, pour d'autres choses encore. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui ont beaucoup de cholestérol et qui se portent très bien.
Donc il faut bien voir que le cholestérol, ce n'est qu'un des facteurs de risque cardiovasculaire. En termes de biochimie et de physiologie, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est un marqueur de quoi? D'une surcharge de l'alimentation. Et sur une vie de 60-70 ans, plus il y aura eu d'excès, plus l'incident arrivera tôt. Mais le malheureux cholestérol, il n'y est absolument pour rien. Et comme il colle partout, c'est celui qu'on reverra en premier quand il faudra observer ce que devient une artère à moitié bouchée. Le cholestérol qui à lui seul boucherait nos artères, une idée simpliste, aujourd'hui largement dépassée. Pourtant, on nous dit que certains aliments sont mauvais pour notre santé, car ils font monter notre taux de cholestérol. Une peur exploitée par de nombreux industriels, qui ont trouvé là le moyen de nous proposer de nouveaux produits et de faire de la lutte contre le cholestérol un business très lucratif. Les produits anti-cholestérol occupent des rayons entiers de nos supermarchés. En nous aidant à baisser notre taux de cholestérol, ils seraient bénéfiques pour notre santé cardiovasculaire. Ce serait scientifiquement prouvé. Margarine ou yaourt, nous avons voulu savoir ce que valent vraiment ces produits. Nous avons rendez-vous au CHU de Dijon. L'an passé, le professeur Bruno Vergès a conduit une étude très critique sur certains de ces produits. Il s'agit de la dernière trouvaille des industriels, des produits enrichis en stérols végétaux. Le cholestérol n'arrête pas de m'embêter. Calmez-vous, les gars. Je suis un stérol, votre nouvel allié. Un stérol? C'est quoi? Un principe actif naturellement présent dans les végétaux et concentré dans le cholestérol. Les stérols végétaux, concentrés en très forte quantité dans cette margarine, sont chargés d'éliminer le cholestérol. Sur ce point, rien à dire, cela fonctionne. Des stérols pour réduire le cholestérol. Il est clairement indiqué dans ces produits que les margarines riches en phytostérol vont réduire le taux de LDL cholestérol, et ça, c'est prouvé. Alors, le chiffre que l'on retrouve dans les études, c'est 10% environ. Ça, c'est vrai? Et ça, c'est vrai, c'est vérifié dans de très nombreuses études, dans différentes classes de population, dans les deux sexes et dans toutes les tranches d'âge de la population. Donc ça, c'est une certitude. Puisqu'ils font baisser notre taux de cholestérol, on pourrait penser que ces produits vont nous faire du bien. Mais à aucun moment sur les emballages, il n'est fait mention d'un quelconque bénéfice sur notre santé cardiovasculaire. Et pour cause, il n'y en a pas. Je pense qu'il serait peut-être souhaitable que soit clairement indiqué sur ces produits qu'ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité pour réduire le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Et s'il y avait une preuve qu'il y avait un effet sur le risque cardiovasculaire, j'imagine qu'ils le mettraient sur les paquets. Ils le mettraient en rouge et en gros, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Dans un rapport publié l'an passé pour le compte de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, le professeur Vergès et une trentaine d'autres scientifiques pointent aussi du doigt la dangerosité potentielle de ces produits. Non seulement ils ne diminuent pas le risque cardiovasculaire, mais ils pourraient même l'augmenter. Les études épidémiologiques faites depuis maintenant une vingtaine d'années nous montrent que plus le taux de phytostérol est augmenté dans le sang, plus le risque cardiovasculaire est augmenté. Donc on ne sait pas si à moyen et long terme, la consommation de ces produits-là ne va pas entraîner un risque cardiovasculaire lié à cette augmentation du phytostérol. Devant l'absence d'études, devant le risque potentiel lié à l'augmentation des phytostérols plasmatiques, lorsque l'on consomme des produits riches en phytostérol, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES, recommande une certaine prudence. Et il est déconseillé de consommer ces produits-là pour réduire le risque cardiovasculaire. Et de la même façon, aucune des marques incriminées dans ce rapport n'a souhaité répondre à nos questions. Pour lutter contre notre cholestérol, les industriels nous incitent donc à consommer des produits dont l'efficacité sur notre santé cardiovasculaire n'est pas démontrée. Pour combattre le cholestérol, des millions de Français prennent aussi des médicaments. Des médicaments dont on nous dit qu'en faisant chuter de manière drastique notre taux de cholestérol, ils vont protéger nos artères et donc nous éviter des accidents parfois mortels. Ces médicaments s'appellent les statines. C'est un immense enjeu commercial pour l'industrie pharmaceutique.
20 milliards d'euros, rien de moins que le premier marché mondial du médicament. Retour à l'hôpital. Ici, après un accident cardiaque, ces fameuses statines font toujours partie du traitement. Pour les médecins du service, baisser le cholestérol de ces patients est indispensable. Donc le Taor pour le cholestérol. C'est un vrai cocktail. Ah bah oui. Les statines ont d'abord été conçues pour ces patients à très haut risque cardiovasculaire. Louis n'y échappera pas non plus. Il a commencé à en prendre dès le début de ses problèmes cardiaques. Ce médicament-là, vous savez pour combien de temps vous allez devoir le prendre? Oh, mais celui-là, ça fait au moins 7-8 ans et je pense que je l'aurai à vie. Pour éviter un nouvel accident, tous les patients du service prennent une statine. Richard aussi, depuis qu'il a eu son infarctus. En à peine quelques semaines, son taux de cholestérol a déjà diminué de moitié. Je dois être tourné autour de 2,70 ou dans ces eaux-là. Et là, ils m'ont fait des examens et je pense que ça a dû baisser à 1,40. Donc ça marche bien. D'accord. Un médicament qui, en abaissant le taux de cholestérol, empêcherait les maladies cardiovasculaires. La découverte de cette pilule miracle a résonné il y a une vingtaine d'années comme un coup de tonnerre. L'essor des statines commence en 1994 aux États-Unis. Lors d'un prestigieux congrès de cardiologie, devant des médecins venus du monde entier, le laboratoire américain Merck présente les résultats d'une étude clinique qui va servir de rampe de lancement au marché des statines. En s'attaquant au cholestérol de malades victimes d'infarctus, le laboratoire affirme qu'il arrive à faire chuter de 30% le risque de mourir d'une nouvelle attaque cardiaque. Le cardiologue Michel de Lorgeril, l'un des plus farouches opposants aux statines, était présent lors de ce congrès. À l'époque, le médicament est présenté comme un antidote aux maladies cardiovasculaires. Ce jour-là, ce qui s'est passé dans cette salle, c'est quelque chose de complètement hystérique. Je ne pouvais pas imaginer que des adultes, dans un congrès de cardiologie, puissent s'embrasser littéralement, ce standing ovation, comme on dit, parce qu'on annonçait qu'un médicament avait réduit de 30% la mortalité cardiovasculaire. L'annonce est une révolution pour la cardiologie. C'est aussi un coup gagnant pour le laboratoire. Et là, j'ai compris ce jour-là, en m'adressant à mes voisins, mais pourquoi vous avez... Ils avaient tous été convoyés jusqu'à la salle de meeting, ils étaient des milliers, par l'industriel. En général, aux États-Unis, quand on déplace un cardiologue, on ne l'envoie pas dans le 2 étoiles du coin. Hein, c'est première classe et 5 étoiles. Et donc, ils étaient là pour applaudir. Merck met toutes les chances de son côté, car le laboratoire a conscience que son nouveau médicament anti-cholestérol a un immense potentiel commercial. À cette époque, toutes les plus grandes firmes pharmaceutiques de la planète investissent aussi dans les statines. Imaginez que vous soyez un développeur de médicaments. Votre rêve, c'est un médicament qui serait positionné dans une maladie fréquente, avec un traitement long et si possible à vie, et cerise sur le gâteau, cher. Donc là, évidemment, c'est génial. C'est la poule aux œufs d'or, hein, je veux dire, pour un industriel, il faut être sur ce marché. En coulisses, les industriels se livrent donc une guerre sans merci. Jean-Marie Duc est visiteur médical. Ce délégué CGT du groupe Merck a été chargé de promouvoir les statines auprès des médecins. Les laboratoires mettent alors des moyens considérables au service de cette classe de médicaments. Un bataillon de visiteurs médicaux se relaie chez les médecins pour prêcher la bonne parole. Quand on est 6, 7, 8, même que 4 ou 5 par secteur, sur une cible restreinte de médecins, ils sont vus tous les 15 jours. Tous les 15 jours, bien évidemment, il n'y a pas d'éléments nouveaux sur le bon usage du médicament à apporter. Donc tous les 15 jours, ce n'est que de la pression de prescription, ce qu'on appelle la prescription au passage. C'est-à-dire la prescription au passage, c'est quoi ? C'est-à-dire le médecin nous voit, il se rappelle du médicament, il en prescrit. Cela fonctionne, les médecins prescrivent, convaincus des vertus de ce nouveau médicament. Mais pour arriver à développer leur marché,
les firmes vont aussi tenter d'élargir leur cible en profitant à plein de la peur du cholestérol. En cardiologie, il y a d'abord ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ce sont les personnes ayant déjà fait un accident cardiovasculaire et chez qui il faut absolument éviter un nouvel accident. Chaque année, 120 000 personnes en France font des infarctus. La prévention primaire, elle, concerne les personnes qui n'ont jamais connu d'accident cardiovasculaire. Ces personnes ne sont donc pas malades, mais on estime qu'elles ont des facteurs de risque. Par exemple, un taux de cholestérol trop élevé. Une cible de plusieurs millions de personnes. Les firmes ont fait d'autres études pour donner à croire que ce qui avait été observé dans certains essais chez certains patients à très haut risque cardiovasculaire, ça allait être vrai pour beaucoup plus de gens, et en particulier en prévention primaire, c'est-à-dire chez des gens qui ne se plaignent de rien. Parce que là, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui ne se plaignent de rien que de gens qui ont déjà eu un accident cardiaque. Donc, si on fait croire aux médecins que oui, c'est bien utile de donner ce médicament chez ces gens-là, eh ben, c'est un super marché pendant très longtemps. C'est formidable. Du point de vue pharmacie, c'est formidable. Bruno Toussaint dirige la revue Prescrire, la seule revue médicale totalement indépendante des laboratoires. Toutes les statines parviennent à faire baisser le taux de cholestérol. Mais en prévention primaire, quasiment aucune étude n'a démontré un quelconque bénéfice sur le risque cardiovasculaire des patients. On voit bien que chez les personnes qui ont déjà eu un infarctus, faire baisser le cholestérol par certains médicaments bien précis apporte un certain bénéfice tangible, pas énorme, mais réel, en termes de nouvel accident cardiaque et même de mortalité totale. Bon. Mais bien sûr que, heureusement, la plupart des gens n'ont pas fait d'infarctus. Et chez les gens en prévention primaire, comme on dit, c'est-à-dire avant les ennuis cardiovasculaires, là, il n'y a pas de preuve que les médicaments soient réellement utiles pour baisser le risque cardiovasculaire et la mortalité. Pourtant, même en l'absence de preuves scientifiques, dans 80% des cas, le traitement est prescrit en prévention primaire, selon les statistiques de l'assurance maladie. Comment les laboratoires ont-ils fait pour qu'autant de patients sans problème cardiovasculaire avéré prennent des statines? La stratégie consiste à influencer les recommandations officielles des autorités sanitaires. Ces recommandations sont destinées aux médecins. Elles définissent des seuils de cholestérol pour savoir quels sont les patients qui doivent prendre des médicaments. Il y a 30 ans, on estimait généralement qu'à plus de 3 grammes par litre de sang, on avait un taux de cholestérol trop élevé. Aujourd'hui, c'est 2 grammes, dont 1,6 de LDL cholestérol. Avec ces nouveaux seuils, un Français sur 3 a désormais un problème de cholestérol. Autant de patients qu'il faudrait potentiellement traiter avec des statines. Dès lors que vous baissez le seuil, c'est-à-dire que vous permettez de plus en plus de gens d'accéder à la prévention, on est facilement sur des millions de personnes qui vont être traitées, et traitées en permanence et sur des dizaines d'années. Donc c'est là où se joue le combat. Vous avez transformé toute une population en une population malade, puisque les gens pensent qu'en ayant un chiffre soi-disant anormal, vous êtes malade. Vous vous rendez compte, le business, c'est fabuleux. Qui établit ces recommandations? Voici les dernières en date en France, publiées par les autorités de santé en 2005. D'éminents professeurs de médecine ont participé à l'élaboration de ces seuils de cholestérol. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux travaillent aussi avec les industriels qui commercialisent les médicaments. C'est le cas notamment du président de ce comité d'experts, le professeur Éric Brucker. Des situations caractéristiques de ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Amsterdam. C'est ici que nous avons choisi de rencontrer le professeur Brucker, l'un des plus grands spécialistes français du cholestérol. En ce week-end ensoleillé, s'y tient un important congrès de cardiologie. Tous les spécialistes européens des maladies cardiovasculaires ont été conviés. Tout ici ou presque est financé par l'industrie pharmaceutique. Chaque laboratoire a son stand
pour présenter ses produits aux professionnels de santé. C'est l'occasion aussi de créer des liens avec les médecins pour les convaincre de l'intérêt de nouveaux médicaments. Le professeur Brucker est un habitué de ces congrès. Et comme c'est un spécialiste reconnu par ses pairs, il y donne même régulièrement des conférences. Cette fois, c'est pour un laboratoire américain qui travaille sur de nouveaux traitements anti-cholestérol. Tout en donnant son avis aux autorités sur les médicaments anti-cholestérol, le professeur Brucker est rémunéré pour des activités de consultant par la plupart des laboratoires qui fabriquent des statines. Des conflits d'intérêts comme celui-là sont aujourd'hui monnaie courante sur tous les marchés importants du médicament. Le plus étonnant, c'est que pour le professeur Brucker, ce n'est en rien un problème. Car il assure que si le comité qu'il a présidé a baissé les seuils de cholestérol, cela n'a rien à voir avec ses liens très étroits avec les laboratoires. Le problème pourrait exister si on poussait à l'utilisation des médicaments qui ne sont pas justifiés. Si on pousse à l'utilisation des médicaments et que c'est justifié parce que ça a un effet bénéfique, non, il n'y a pas de problème. Ce qui est extrêmement choquant, quelquefois, c'est qu'on considère que parce qu'un médecin travaille pour l'industrie, il va donner un avis qui va dans le sens de l'industrie. Non, il y a une déontologie dans votre métier comme dans le mien. Et donc moi, je suis extrêmement à l'aise. Oui, je défends la prévention cardiovasculaire et je suis très à l'aise de travailler avec l'industrie parce qu'ils me demandent mon avis et je ne cherche pas à vendre plus de médicaments. Grâce aux décisions de ces experts, les ventes de statines se sont envolées. Mais peu d'entre eux admettent qu'ils sont influencés par les laboratoires. C'est pourtant bien l'objectif de l'industrie quand elle fait appel à eux. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il y en a bien sûr qui sont dans la prestation de service, pour aller à tel congrès, pour parler de ceci ou cela, de telle ou telle façon, ben voilà, c'est tel tarif. Il y a des gens comme ça, c'est clair. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas dans ce rapport-là, qui se laissent bercer, qui se laissent flatter, qui se laissent inviter, qui disent non mais je vais faire attention, oui j'ai été invité par le labo, mais je garde mon esprit critique, je vais faire attention, ça n'influencera pas mes décisions. Il y en a plein qui croient ça, et sincèrement, sauf que quand on regarde statistiquement, leurs décisions, leurs prescriptions, on voit que oui, ils ont été influencés. Et c'est bien pour ça que les firmes cherchent à les influencer. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, 6,4 millions de personnes en France prennent des statines. Cela coûte 1,2 milliard d'euros par an à la sécurité sociale. Car dans bien des cas, donner un médicament anti-cholestérol est une solution de facilité. Une solution rassurante pour le patient et pour le médecin. Les statines, évidemment, elles avaient un boulevard. Enfin, c'est sûr, parce que dans l'opinion, le cholestérol était l'ennemi numéro 1 à abattre, quoi. Alors que quelqu'un qui est sous statine dans une voiture, qui est obèse et qui fume, j'ai envie de lui dire, vous avez d'autres facteurs de risque plus importants, marchez un peu, mangez mieux et arrêtez de fumer. La meilleure des recommandations, bien avant la médication, on est ici sur la prévention population générale, c'est de dire, très schématiquement, peut-être un peu vulgairement, bouffez moins ou bougez plus. La pire des choses, évidemment, c'est de se dire je n'ai pas les moyens de changer son mode de vie, mais je vais quand même lui donner un médicament pour baisser son cholestérol. Ça, c'est tous les jours que les médecins font ça. Je n'arriverai pas à le faire arrêter de fumer, mais pour diminuer son risque, je vais lui donner une statine. Prendre un médicament pour rien ou pour pas grand-chose, cela ne serait pas un problème s'il n'y avait pas d'effets indésirables. Ils sont plus ou moins importants selon les médicaments. Dans le cas des statines, ils peuvent être particulièrement dramatiques. Ce matin, au siège français des laboratoires Bayer, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner après le retrait brusque du marché mondial d'une molécule contre l'excès de cholestérol, la cérivastatine, vendue sous deux noms en France, Colsta et Staltor. 2001. Les statines font brutalement la une de l'actualité. Une centaine de personnes victimes d'effets secondaires décèdent à travers le monde. Des millions de patients sont inquiets. La recommandation que nous faisons actuellement, c'est d'arrêter le traitement et de consulter votre médecin dans les prochains jours, sans urgence, pour qu'il vous prescrive un traitement de remplacement. Cette nouvelle statine était censée être l'une des plus efficaces du marché. Mais elle a provoqué des effets secondaires catastrophiques sur les muscles et sur les reins. Ils vont donner des doses trop fortes. Et pour montrer qu'ils sont plus efficaces contre le cholestérol, sans avoir jamais démontré qu'il y a un effet sur les maladies cardiovasculaires. Bon, et ils vont avoir des accidents, c'est-à-dire des accidents mortels.
très vite, en quelques mois, quelques semestres, on a vu, une fois qu'elle était diffusée largement dans le monde, on a vu se multiplier les accidents musculaires et rénaux graves avec des dizaines de morts. Des statines données à trop forte dose, ça tue. Et là, c'était des lyses musculaires avec blocage des reins, ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Et donc, ils ont eu, en très peu de temps, beaucoup trop de cas. Et ils ont paniqué et ils ont dit, on retire le produit du marché, etc. Cette vague de décès ne s'est jamais reproduite. Mais beaucoup de consommateurs de statines se plaignent toujours de douleurs musculaires. Martine Kornatz a encore du mal à se déplacer. Elle a pourtant arrêté les statines depuis longtemps. Dès qu'il y a une pente qui monte, monter des escaliers, j'irai plus à la Tour Eiffel, monter par les escaliers ou des choses comme ça. Au niveau de mes petits-enfants, ça m'embête parce que je ne peux pas les soulever, j'ai du mal à les porter. Alors, on trouve d'autres méthodes, quoi, pour... des fois, c'est frustrant. Martine a encore des douleurs, mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle a vécu il y a 4 ans, quand il a fallu arrêter le traitement. Ça m'arrivait quand j'étais fatiguée, je tombais carrément. Je marchais et j'étais par terre. Et donc, en fait, c'est les muscles qui étaient fatigués et qui lâchaient d'un coup. Martine a même passé plusieurs mois en fauteuil roulant. Les statines provoquent des problèmes musculaires chez 5 à 10% des patients. Mais ce qui lui est arrivé est extrêmement rare. Au départ, les médecins n'ont pas compris pourquoi chez elle, les effets prenaient une telle ampleur. Après des mois de fausses pistes, le verdict est tombé. La conclusion, c'est que c'est une myopathie nécrosante auto-immune liée à la prise de statine. Il y a quelques mois, la myopathie nécrosante, une destruction progressive des muscles, a officiellement été recensée comme un effet indésirable des statines. Les autorités de santé invitent même les médecins à y être attentifs. On n'imagine pas qu'un traitement qui est censé vous soigner vous démolisse. Il n'y a en France que quelques dizaines de cas comme celui de Martine. Mais il faut dire que chez elle, la maladie n'est apparue qu'après 10 ans de traitement par statine. Aujourd'hui, à l'hôpital, on cherche le meilleur traitement pour aider Martine à vivre avec sa maladie. Car si elle est apparue très tardivement, les médecins sont formels. Elle ne la quittera jamais complètement. Là, aujourd'hui, bien. Donc on va essayer de se sortir de ce mauvais pas. Mais ça n'a jamais démarré. Parce que vous êtes quand même venu en chaise roulante au départ. Ah oui, non, mais j'ai pas dit... Et maintenant, vous pouvez courir grâce au traitement. Presque. Bon, ceci dit, on ne va pas se débarrasser de cette maladie, ça c'est clair, une fois qu'elle est déclenchée. Hein, ça c'est clair. Mais c'est une maladie un peu exceptionnelle. Donc vous savez qu'on devra prendre des mesures un peu exceptionnelles. On ne va pas vous perdre de vue. Et qu'on va vous suivre à vie. Comme ces cas de myopathie nécrosante, d'autres effets ont été identifiés une vingtaine d'années après l'arrivée sur le marché des premières statines. Dès 2012 aux États-Unis, les autorités de santé reconnaissent la survenue de cas de diabète. Des cas de perte de mémoire ont aussi été recensés officiellement. Aux États-Unis, maintenant, on le dit, quand vous prenez une statine, vous risquez d'avoir des troubles de mémoire. Les troubles de mémoire, c'est le trouble cognitif qui démarre l'Alzheimer et toutes les démences. Hein. C'est un truc majeur. Des troubles graves dont personne ne connaît vraiment la fréquence. Le professeur Bernard Bégaud, l'un des plus grands pharmacologues français, réclame depuis des années une étude d'envergure sur les nombreux effets indésirables des statines. Qu'on ne fasse pas d'études pour des médicaments très peu prescrits ou très spécifiques, ça je le conçois, on ne peut pas faire d'études sur tout. Mais qu'on ne le fasse pas pour la classe la plus coûteuse et qui correspond pratiquement, à part les vaccins et le paracétamol, au plus grand nombre de gens traités, je trouve ça inadmissible pour tout dire. Cela fait maintenant plusieurs années que les statines sont au cœur de polémiques sur leur efficacité et leurs effets indésirables. Pour ce médicament vedette de l'industrie pharmaceutique, ce débat a lieu bien sûr à l'échelle mondiale. À Londres, derrière les murs de la British Medical Association,
une vénérable institution de la médecine britannique qui regroupe les 150 000 médecins du pays. Un homme a pris la parole pour s'engager personnellement contre les statines. Le docteur Kailash Chand est le numéro 2 de cette institution. Sa particularité, c'est qu'il a lui-même pris des statines. C'est son histoire qu'il a racontée aux Britanniques. Il a lui aussi connu d'importantes douleurs musculaires et des tremblements. Après en avoir longtemps discuté avec son fils, cardiologue, il a pris la décision d'arrêter son traitement. Son conseil était « Tu n'as pas de facteur de risque. Pourquoi tu n'arrêtes pas les statines ?» J'ai suivi son conseil et j'ai arrêté mes traitements. Et je vous le dis, en 2-3 semaines, mes douleurs ont commencé à disparaître. Mes tremblements ont presque disparu et je suis devenu un nouvel homme. Le docteur Chand n'avait pas de réels problèmes cardiovasculaires. Et comme beaucoup d'autres médecins, il croyait jusque-là aux vertus préventives des statines. Lors des 15 dernières années, les laboratoires pharmaceutiques ont mis tellement d'énergie à exagérer les bénéfices des statines qu'il y a eu un moment où certains ont dit qu'elles étaient tellement bonnes qu'il fallait en mettre dans l'eau du robinet. Ça ne fait pas de mal, ça fera tellement de bien, alors pourquoi tout le monde n'en prendrait pas? Un enthousiasme que ne partage plus du tout ce médecin. Moi, je n'ai jamais dit que pour les gens en prévention secondaire, ceux qui ont eu des accidents cardiovasculaires, il fallait abandonner les statines. Pour eux, c'est important. Mais en prévention primaire, le bénéfice est minuscule s'il y en a un. Mais si les effets secondaires vous gênent dans votre vie quotidienne, alors je crois qu'il n'y a aucun problème à arrêter le traitement. En Grande-Bretagne, le combat du Dr Chand n'est pas fini. Car là-bas, les autorités sanitaires envisagent d'étendre encore les prescriptions de statines, malgré l'avis de nombreux experts qui osent désormais critiquer ce médicament vedette des laboratoires pharmaceutiques. Durant des décennies, la diabolisation du cholestérol a alimenté les peurs et servi les intérêts de nombreux industriels. Mais sa culpabilité repose sur des preuves bien minces et un procès à charge. La réalité est bien moins simple qu'il n'y paraît. Seule une nouvelle enquête scientifique permettrait enfin de déterminer si le cholestérol a une responsabilité dans la survenue des accidents cardiovasculaires. Merci d'être avec nous en direct sur le plateau de France 5 d'enquête de santé. Vous avez compris que ce document posait de très nombreuses questions. On va essayer d'y répondre avec nos experts qui sont autour de la table. Parmi eux, 2 médecins. Sachez d'emblée que vous pouvez consulter leur déclaration de lien d'intérêt en vous rendant sur le site allodocteur.fr. Donc sont présents le docteur Philippe Giral. Bonsoir. Vous êtes nutritionniste, lipidologue, spécialiste en prévention cardiovasculaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À vos côtés, le professeur Gérard Helft, cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir. Et puis avec nous également Dominique Polton. Bonsoir, vous êtes conseillère auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et Bruno Toussaint que vous avez vu dans le reportage. Bonsoir, et vous êtes directeur éditorial, on l'a vu, de la revue médicale Prescrire. Alors quand on sort de ce document, on a quand même, enfin les gens peuvent se dire que depuis 60 ans en tout cas, sur le cholestérol, les scientifiques se sont au mieux trompés. Au pire, on mentit. On a tout faux depuis 60 ans sur le cholestérol? Pas du tout. Pas du tout. Le reportage est intéressant. Il y a certains aspects qui sont tout à fait remarquables. Par contre, il y a des passages qui comportent des inexactitudes. Il n'y a pas de débat sur le cholestérol. Il y a d'un côté l'immense majorité des experts, scientifiques, épidémiologistes, cliniciens, cardiologues, généralistes, qui savent que le cholestérol est en cause dans la genèse des maladies cardiovasculaires, que le cholestérol est en cause, favorise les maladies cardiovasculaires. Il représente plus de 99% des experts. Et de l'autre côté, il y a certains individus qui représentent une infime minorité qui pensent le contraire. Alors juste pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a vu au centre Marie-Lane Long, on a vu ce qui était une plaque d'athérome, ce qui venait boucher les artères. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que dans ces plaques, il y a toujours du cholestérol
en plus du calcaire, en plus de différents éléments du sang, il y a toujours du cholestérol de toute façon qui se met dans ces plaques d'athérome. Absolument. En fait, le cholestérol est indispensable à la vie, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est qu'il faut qu'il passe des artères pour aller vers les tissus. Et pour passer des artères vers les tissus, il doit traverser la paroi des artères. Et quand il est un peu modifié, quand il est oxydé, il peut être retenu dans la paroi des artères. Et comme le cholestérol, c'est un produit très solide, très robuste, il ne peut pas être détruit dans la paroi des artères, il va s'y accumuler. Et il va s'y accumuler comme un corps étranger, créant une réaction inflammatoire, avec un afflux de globules blancs et de macrophages. Et donc cette réaction inflammatoire va elle-même pérenniser le système. Ensuite, vous allez avoir effectivement un afflux de fibrinogènes qui va finalement essayer de colmater un tout petit peu les choses. Et puis ça va grossir, donc ça va faire une hernie à l'intérieur de la lumière de l'artère qui va progressivement donc se rétrécir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que la seule façon de se débarrasser du cholestérol, c'est d'avoir des petites particules qui vont être capables de le capter, ce qu'on appelle, et en fait ça va représenter le HDL cholestérol, le bon cholestérol, pour le ramener au niveau du foie pour être excrété. L'organisme ne peut pas détruire le cholestérol. Et où il est, il reste. Bruno Toussaint, vous qui épluchez la littérature scientifique, c'est votre métier, vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y a finalement pas vraiment de débat autour du cholestérol pas très bon pour la santé, ou que 99% des experts seraient d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Je vais d'abord dire que, comme tous les rédacteurs de Prescrire, je n'ai pas de lien avec les industriels de médicaments ou de l'alimentation. C'est pour ça qu'on n'a même pas parlé des liens d'intérêt en ce qui vous concerne. Voilà, quand on va sur le site Transparence, là, la base de données publiques des liens d'intérêt, je ne suis pas. Mais sinon, il y a des personnes qui en ont beaucoup. D'ailleurs, vous êtes présenté à chaque fois qu'on parle de Prescrire dans l'émission, c'est toujours la seule revue indépendante. Donc voilà. Alors, le cholestérol. Alors, c'est pas toujours la majorité qui a raison. Hein. On se souvient que Galilée a été pendant un certain temps tout seul à dire que ça tourne. Hein. Enfin, 99%, c'est plus que la majorité quand même. C'est une très grosse majorité. Alors pour nous, à Prescrire, très pragmatiquement, parce qu'il n'y a pas que moi qui regarde la littérature, hein, ce qui compte, bien sûr, c'est les données épidémiologiques, c'est les corrélations, c'est les courbes qu'on a vues dans le documentaire, mais surtout de voir est-ce qu'il y a des moyens de faire baisser le cholestérol, de faire baisser les ennuis cardiovasculaires, sans trop aggraver la situation, et même si possible, à faire baisser ce qu'on appelle la mortalité totale. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a très peu de données, et il n'y a que 2 médicaments où, d'après les essais qu'on a, et nous, à Prescrire, on les a comme tout le monde, on n'a pas de tuyau particulier, on voit une petite efficacité. Et l'ordre de grandeur, c'est que chez des personnes qui ont déjà eu un infarctus ou des problèmes cardiovasculaires très sérieux, après 5 ans de traitement, avec un placebo, il y a 15 personnes sur 100 qui sont mortes, et avec une statine, c'est 13. L'ordre de grandeur, bien sûr, les experts diront les virgules. 2% après 5 ans de traitement. Donc ce n'est pas zéro, comme on le voit dans le documentaire, c'est très peu. Et il faut savoir, j'arrête bientôt, mais il faut savoir aussi, on en parle moins souvent, parce que bien sûr c'est beaucoup moins médiatisé, mais il y a des médicaments dont on a prouvé, par le même genre d'essais cliniques, qu'ils diminuent le cholestérol et qu'ils augmentent la mortalité. D'accord. Alors ça, c'est très embêtant. On va parler après, mais on va rester encore un petit peu sur le cholestérol pour bien comprendre, parce que c'est un peu déjà compliqué pour les gens ce qu'ils ont sur leurs analyses. On va y revenir. Là, tout de suite, vous voulez? Parce que je voulais... Non, mais allez-y, faites ce que vous vouliez faire. Je fais ce que je fais? Oui, d'accord. Allez-y. Alors, justement, figurez-vous que ça aurait été bien d'avoir l'avis des laboratoires, puisqu'on va en parler, hein, bien évidemment, on en a beaucoup parlé. Et alors, Benoît, vous avez oublié d'inviter les laboratoires? Ça, c'est pas bien. Non, pas vraiment. Vous allez comprendre. Nous sommes en 2015 et pourtant l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques ont une communication qui sent très fort la naphtaline et la paranoïa. Pourtant, il n'y avait pas de piège dans notre invitation. Le débat est en direct, vous le savez, donc il n'y a pas de coupe à craindre. Le sujet était connu, les invités autour de cette table également. On a donc contacté un par un les laboratoires qui ont un médicament Princeps, vous savez, un médicament original, contre les cholestérols sur le marché français. AstraZeneca, qui produit le Crestor, a fait répondre qu'ils en avaient marre d'être invités, je cite, pour se défendre plutôt que pour dire des choses positives. Alors on rappelle qu'effectivement un journaliste peut poser des questions qui dérangent parfois. Ce fut non également de la part du chargé de communication de MSD Merck qui produit le Zocor. Un non motivé par le coup de fil de son confrère d'AstraZeneca. C'est pas très élégant pour l'un, pas très courageux pour l'autre. Excuse bidon pour BMS, propriétaire d'Elysor, ainsi que Pfizer, inventeur du Taor. Ils n'avaient pas, figurez-vous, de porte-parole disponible pour aujourd'hui. Novartis, producteur du Lescol, a dit non également.
On attend toujours le motif de leur refus, figurez-vous. Et puis enfin, Sanofi, qui produit le Vasten, estime que c'est un vieux débat sur lequel il n'est pas besoin de revenir. Ah bon? Alors la vérité est beaucoup plus crue. Tous les brevets des médicaments cités, à part le Crestor, qui a quelques mois encore devant lui, sont tombés dans le domaine public. Ils sont donc généricables. Les labos n'ont donc pas tellement besoin ni envie de monter au créneau pour défendre des médicaments qui rapportent beaucoup moins qu'auparavant. Bref, ces laboratoires, une fois de plus, ne se sentent pas comptables du passé. Et au final, aujourd'hui, cette chaise est vide. Ça ressemble un peu à un aveu. Et c'est surtout une politique de communication à très court terme. Car les malades d'aujourd'hui ne sont plus les patients d'hier. Ils veulent savoir, comprendre et ne plus être pris pour des imbéciles. Merci Benoît, on vous retrouve tout à l'heure. Et justement, non pas les malades, mais en tout cas les patients, ils ont envie de comprendre. Dom nous demande sur une prise de sang quel est le bon et le mauvais cholestérol, ou alors soit ces analyses, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le bon, c'est le HDL cholestérol et le mauvais, c'est le LDL cholestérol. Et pour moyen mnémotechnique, L, c'est juste avant M. L, mauvais. Et alors, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a entendu dans ce document que le taux qui était avant de 3 grammes est tombé à 2 grammes de cholestérol total. Sur quels critères on a pu abaisser autant un taux, où on se dit effectivement ça peut être, il y a l'industrie pharmaceutique derrière, comment on peut abaisser autant un taux qui était à 3 grammes? Comment ça se fait? Je poserais la question autrement. Comment peut-on augmenter autant un taux? Parce que de base, si vous prenez des gens qui sont maigres, qui ont un bon niveau d'activité physique, leur taux, il est probablement aux alentours de 2 grammes, voire même en dessous de 2 grammes. Si vous regardez certaines populations, par exemple, qui sont dans des pays où l'alimentation est un tout petit peu réduite, celle d'il y a du siècle dernier, le taux probable était de 1,80 g, 1,60 g pour le taux de cholestérol total, ce qui fait un taux de LDL cholestérol aux alentours de 1 g, 1,20 g. Et en fait, la question, c'est comment notre société peut-il augmenter autant le taux de cholestérol? Est-ce qu'on est tous égaux face au taux de cholestérol à ne pas franchir, demande Nicolas? Non, bien sûr. On sait qu'il y a des populations qui ont un gène de protection. Absolument. Il ne faudrait pas croire que l'essentiel est de diminuer le LDL, le mauvais cholestérol. En fait, on s'intéresse à diminuer le risque cardiovasculaire des individus. Et le risque cardiovasculaire des individus dépend du mauvais cholestérol, mais dépend également d'autres facteurs, le diabète, l'hypertension, le tabac, etc. Donc il n'y a pas de chiffres à proprement parler. Agnès nous dit, mes taux de cholestérol HDL et LDL sont bons. Donc le HDL doit être haut et le LDL bas. Mais on a découvert des plaques d'athérome lors d'une échographie. Que dois-je en penser? C'est intéressant ça. Comment on fait, dans la logique de ce qu'on s'est dit, comment on peut avoir des plaques d'athérome si on n'a pas d'excès de cholestérol? Parce que, par exemple, les fumeurs font aussi des plaques d'athérome sans qu'ils aient forcément une augmentation du cholestérol. Mais le tabac par lui-même va modifier un tout petit peu la qualité du cholestérol circulant et faire qu'il va pouvoir se déposer plus dans les artères. Mais quel que soit en fait le facteur de risque, dans la plaque d'athérome, vous avez toujours un cœur lipidique, comme on dit. C'est ça qui est à l'origine de la plaque. Dominique Polton, est-ce que, vous qui êtes à la CNAM, est-ce que ce dosage, on va venir tout à l'heure sur ce que les médicaments peuvent coûter à la Caisse d'assurance maladie, mais est-ce que ces dosages de cholestérol, on a ça pratiquement à chaque ordonnance de prise de sang, on demande les taux de cholestérol. Alors ça devient de plus en plus compliqué en plus, hein, il faut le bon, le mauvais, le rapport total, le machin, tout ça. Ça coûte très cher la Sécu, tout ça? Les médicaments eux-mêmes... Plus que les analyses. Voilà. Non, mais moi je parle des analyses. Les analyses, y a effectivement, les analyses de biologie coûtent aussi assez cher. Je ne saurais pas vous dire exactement le prix total des examens de dépistage du cholestérol. Ce ne sont pas des examens extrêmement coûteux en eux-mêmes, mais effectivement, ils sont pratiqués extrêmement souvent. Ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'ils sont pratiqués à des fréquences et avec des... Oui, c'est ça, voilà. Normalement, il faudrait élevés. que ce soit pratiqué tous les combien pour que ce soit logique, parce qu'on a l'impression que presque tous les 2 mois, on demande un taux de cholestérol. Si vous êtes traité tous les ans, si vous n'avez pas besoin d'être traité tous les 5 ans, voire même rien de particulier s'il ne se passe rien. Oui. Oui, on soigne des personnes. Normalement, quand on fait de la médecine, on ne soigne pas des chiffres ni des plaques. Et, enfin, oui, mais on fait de la prévention. Oh, mais dites-moi, vous avez fait des études ou quoi? On devrait faire la médecine chinoise, vous savez. C'est bien. Du dépistage, même. Mais on voit bien qu'en prévention primaire, chez les gens qui n'ont pas de risque cardiovasculaire particulier, peu importe le taux de cholestérol. De toute façon, il n'y a pas d'intervention médicamenteuse qui s'appuie sur le taux de cholestérol qui est vraiment une efficacité prouvée, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, il ne faut pas chercher midi à 14h.
Moi, il y a quelque chose que je ne saisis pas très bien dans l'argument que j'entends. À partir du moment où, dans les hypercholestérolémies familiales, le cas de ce jeune homme qu'on a vu au début, mais à partir du moment où un taux très élevé de cholestérol, on sait que ça provoque des infarctus du myocarde très tôt, des morts subites très jeunes, et donc on sait que là, il faut traiter. Pourquoi un taux de toute façon augmenté, mais un peu plus bas, ne serait pas un facteur de risque? Il y a une logique là qui m'échappe. Mais je ne dis pas que ce n'est pas un facteur de risque. Je dis que le problème est de savoir comment on va le faire baisser, à quel prix on va le faire baisser. C'est ça la question. D'accord. Encore une fois, il y a des médicaments dont certains ont été commercialisés. Il y a sûrement parmi les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, des gens qui ont le souvenir du Lipavelon, clofibrate. Il y a des tas de gens qui en ont pris. Ça fait baisser le cholestérol et ça augmente les cancers. Et il y a eu finalement, dans l'essai qui a évalué ce médicament de façon correcte, des gens qui avaient moins de cholestérol, mais plus de cancer. La mortalité a augmenté. Pas par maladie cardiovasculaire, mais par... À cause du médicament. Il y a d'autres médicaments, d'autres familles qui ont ce genre d'effet, c'est-à-dire plus de mal que de bien. Donc il faut, bien sûr, faut s'intéresser au cholestérol, mais il faut voir l'ensemble de la personne. N'oubliez pas le côté facteur de risque de ce... Voilà. Oui. Non, mais c'est en fait pour cette raison que quand en 1994, il y a eu la fameuse étude 4S, c'est pas comme le dit Delorgeril, les médecins ne s'embrassaient pas parce qu'ils étaient invités par un laboratoire. Parce que c'était la première fois qu'on avait une molécule qui baissait de 15% la mortalité. Donc en termes de santé publique, on avait vraiment quelque chose dont on était sûr qu'il y avait moins de morts. C'est vrai, M. Toussaint a tout à fait raison. Jusqu'alors, on avait des médicaments qui faisaient baisser le cholestérol, qui parfois baissaient l'infarctus, mais il n'y avait pas de baisse de la mortalité. Et donc en 1994, on a eu en fait vraiment une preuve. Il faut savoir qu'à cette époque-là... On dit bien que cette baisse de la mortalité, elle intervenait pour des gens qui avaient déjà fait un accident cardiovasculaire. On est d'accord. Mais vous savez même qu'à cette époque-là, on n'avait même pas cette certitude pour les médicaments qui faisaient baisser la pression artérielle. C'est seulement après qu'on a eu cette certitude. Parce qu'en effet, les autorités ont demandé de façon formelle aux fabricants de médicaments, prouvez-nous que votre médicament non seulement fait baisser le cholestérol, mais aussi fait baisser la mortalité et fait baisser le nombre d'événements. D'accord. Professeur Alft. Pour clarifier les choses, parce que je crois qu'il faut des messages simples. En prévention secondaire, chez des patients qui ont fait un infarctus du myocarde, nul ne peut contester, M. Toussaint non plus, je crois, que les statines, en l'occurrence, pas les autres médicaments qui font baisser le cholestérol, que les statines sont efficaces car ils diminuent la mortalité. Bien entendu, l'effet est modeste. Bien entendu, tout n'est pas géré par le cholestérol. Nous sommes tout à fait d'accord. Et ce n'est pas prouvé pour toutes les statines. C'est prouvé pour 2. C'est un débat d'experts. Les 2 premières l'ont prouvé. D'accord. C'est pas une question d'experts. Laissez-moi terminer. Cerivastatine a tué des gens, on ne savait pas si... On va juste parler des statines un petit peu après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Là, il faudrait qu'on reste déjà, si vous le voulez bien, sur le cholestérol, parce que déjà ça, c'est très compliqué pour les gens. Après, on reviendra sur la prévention primaire, etc., et peut-être l'inefficacité des statines. À l'inverse, est-il dangereux d'avoir un faible taux de LDL et de HDL? Autrement dit, il y a des gens qui n'ont pas assez de cholestérol, enfin en tout cas si les deux sont bas. Et puis il y a une autre question, il y a des gens qui ont un taux assez élevé, enfin qui dépassent un peu les limites de cholestérol total, mais plutôt avec du bon cholestérol. Finalement, ces gens-là, ils ne sont pas en danger? Alors pour ceux qui ont un taux bas de LDL cholestérol, ça s'appelle une hypo-bêta-lipoprotéinémie. Oui. C'est une maladie qui est assez rare. Mais en fait, ces gens-là, ils ont de la chance parce qu'ils peuvent manger du saucisson tous les jours, parce que le taux d'infarctus est très faible dans ces familles, parce que le fait d'avoir un taux de LDL bas... On rappelle que c'est le mauvais cholestérol. Voilà, et bien ça fait qu'on ne fait pas d'infarctus. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces gens, ils ont un développement tout à fait normaux, ils sont aussi intelligents que vous et moi, ils ont une durée de vie qui est peut-être même un petit peu meilleure que la mienne, par exemple, ou d'autres qui ont un taux de cholestérol élevé. Par contre, quand le taux du mauvais cholestérol est abaissé, en lui tout seul, ça peut être un facteur de risque et ça peut augmenter en effet le risque cardiovasculaire. Le mauvais ou le bon? Le HDL, quand il est bas, c'est des vous avez dit mauvais. Excusez-moi, j'avais dit mauvais. Non, attention, parce que vous allez, attention, on est vigilant. On est vigilant. Parce que L, c'est devant M, c'est mauvais. Voilà, quand le bon cholestérol est trop bas, là, il y a des risques. Absolument. D'accord. Est-ce que le cholestérol influence le diabète? Parce que ce sont des cofacteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas? Alors, il y a une petite influence. Les statines peuvent augmenter un peu le niveau de glycémie. Chez les patients qui ont des facteurs de risque de diabète, il y a sur quelques 200 à 250 patients traités, un patient qui va augmenter significativement et qui va passer dans la catégorie diabète. Ceci ne va pas contre le fait que globalement, les statines sont tout à fait efficaces chez les patients diabétiques en prévention secondaire. On a compris qu'il y a
Donc une fois que les gens ont déjà fait un accident et en prévention primaire, c'est souvent utile car le diabète est lui-même un facteur de risque à part entière. Le principe d'action des statines, parce qu'on n'en a pas parlé ça encore, comment ça marche? Alors, ça diminue la fabrication du cholestérol par le foie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le foie, quand il fabrique le cholestérol, il en récupère pratiquement les 2/3 de ce qu'il a envoyé dans les organes. Et il le récupère par un récepteur qu'on appelle le récepteur LDL. Et lorsque le foie fabrique un petit peu moins de cholestérol, il y en a un petit peu moins dans les cellules, et ce fameux récepteur, il va y en avoir un plus grand nombre. Et comme il va y en avoir un plus grand nombre, il va capter un petit peu plus de LDL, et comme il va capter un petit peu plus de LDL, le taux va baisser dans le sang. D'accord. D'accord, principe, c'est simple. Alors, est-ce qu'il faut traiter une adolescente de 15 ans avec un cholestérol total de 3,44 g? On rappelle que la limite est à 2 grammes. 2 grammes combien, le cholestérol total? La norme est individuelle. D'accord. Donc, cholestérol total de 3,44 g, un LDL à 2,65, dont les parents ont eux-mêmes une hypercholestérolémie. Déjà, est-ce qu'on commence à traiter à 15 ans? Et est-ce qu'effectivement, dans ce cas-là, on considère qu'il y a un risque important? On n'est pas dans l'hypercholestérolémie familiale à ces chiffres-là? Oh, si déjà. Là, franchement, là, je pense que vraiment à ce taux-là, on est vraiment dans l'hypercholestérolémie familiale. Et donc, on peut traiter sans qu'il y ait eu au préalable d'accident. On n'attend pas forcément l'accident pour traiter. Ça, c'est le vrai problème de savoir s'il faut traiter les enfants ou attendre l'âge adulte. Parce que c'est vrai que même dans le cas des hypercholestérolémies familiales, je ne parle pas de celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était à 7 grammes. Mais la question, c'est vrai que les événements, ils surviennent plutôt entre 20, 25 ou même 35 ou 40 ans. Donc, on pourrait se dire, pourquoi ne pas attendre pour traiter? Mais il existe maintenant des études qui montrent que finalement, plus vous avez un taux de cholestérol élevé dès la naissance, plus vous risquez de présenter des lésions au niveau des artères, et mieux il est de traiter le plus tôt possible. Ça s'appelle le cholestérol burden, c'est-à-dire que c'est une expression anglo-saxonne, mais qui résulte un petit peu de ces études. Mais clairement, il n'y a pas d'études précises. On pourrait par exemple dire, je traite à partir de 10 ans, et puis je traite à partir de 20 ans, et puis je vois les événements qu'il y a 10 ans plus tard. Ça, c'est l'incertitude qui persiste. Oui. Ben oui, on manque d'essais bien faits versus placebo, enfin de bonnes comparaisons pour voir vraiment l'efficacité qu'on imagine, qu'on espère, et la réalité des effets indésirables. Mais pourquoi on ne lance pas, j'ai le professeur Bégaud qui le réclame, etc. Ça paraît logique. Pourquoi on ne lance pas une très grande étude là-dessus? C'est étonnant quand même. Et oui, bien sûr, c'est étonnant. Je suis d'accord avec vous, c'est étonnant. C'est le laboratoire de la lancer. Comment? Il faudrait demander au laboratoire de lancer. Voilà, c'est ça. Comme ça, ils n'auraient pas de conflit d'intérêts. Ils feraient comme d'habitude. Et effectivement, depuis des années, en France comme ailleurs, les pouvoirs publics sous-traitent l'essentiel de la recherche clinique sur les médicaments, c'est-à-dire la recherche chez les gens qui ont un problème de santé, comme les personnes dont on parle. Donc l'essentiel de cette recherche est sous-traité aux firmes pharmaceutiques. Et évidemment, elles investissent surtout sur ce qui les intéresse. Et les quelques dizaines de milliers de personnes qui ont cette maladie, comme on l'a vu dans le reportage, évidemment, ça les intéresse beaucoup moins que les millions de gens qui n'ont pas encore grand-chose. Et donc, il y a très peu, voire pas d'études dans ce domaine. Depuis de nombreuses années, je prends du Taor, 10 mg. J'ai voulu arrêter ce traitement. Mon généraliste ne veut pas. Pourquoi? Elia pose la question. Dominique Polton, quelle est la politique de la Caisse d'assurance maladie sur la prescription de ces médicaments qui coûtent très très cher? Est-ce qu'il faut, vous avez dans l'idée de demander quand même par des bonnes pratiques aux médecins qui prescrivent, c'est-à-dire surtout les généralistes d'ailleurs, de se calmer un peu sur le stylo ou pas? Oui, alors, non seulement on a dans l'idée, mais en fait on le fait depuis 10 ans en fait maintenant. On a commencé en 2005 déjà à mener des actions sur la prescription de statine avec l'idée qu'on n'avait pas forcément une prescription qui était faite à bon escient. Parce qu'on a fait quand même des études, nous, dès le début des années 2000, où on avait vu par exemple que sur les prescriptions de statine, il y en avait un tiers qui n'avait pas de dosage avant et un tiers qui avait des dosages avec des seuils à l'époque, donc qui étaient inférieurs au seuil auquel il fallait traiter. Donc ça nous avait quand même pas mal alerté et c'est vrai que la France, de manière générale, quand même, à la main lourde. Pas de dosage avant la prescription? Oui, c'est-à-dire que voilà, on ne retrouvait pas de dosage et c'était une enquête qui a été faite à une époque où on n'avait pas les données qu'on a maintenant, mais qui a été faite dans plusieurs régions par les médecins conseils et qui avait conclu qu'effectivement il y avait un problème de prescription à bon escient. C'est comme ça qu'on a déclenché les premières actions, mais on en mène maintenant régulièrement depuis pas mal d'années. Comment on peut prescrire un médicament pour faire baisser le cholestérol sans faire de dosage de cholestérol? Il est sûr qu'en prévention primaire, c'est très étonnant, et c'est un mésusage, je suis tout à fait d'accord.
Béatrice demande pourquoi on prescrit autant de statines en France, même pour les patients qui n'en ont pas besoin. On va écouter un porte-parole d'un patient. On va écouter tout de suite Benoît qui va nous raconter l'histoire d'un patient donc hypercholestérolémique et on va entendre le sentiment de ce patient qui se sent un peu perdu, Benoît. Alors, je précise d'emblée que le cas que je vais évoquer ici est bien réel. Nous ne l'avons pas créé pour les besoins de l'émission. Alors la chance de ce patient, c'est de bien connaître le monde de la santé, de connaître beaucoup de médecins, il travaille ici, mais c'est aussi sa malchance, vous allez comprendre pourquoi. Alors qui est-il? Il s'agit d'un homme âgé de 41 ans, il est en bonne santé générale et ne présente pas de facteur de risque particulier, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parents du premier degré qui aient eu un accident cardiovasculaire. Il est actif, il fait 1 ou 2 heures de sport par semaine, il ne fume pas, il n'est pas en surpoids et mange de façon équilibrée, et puis il n'a pas d'hypertension ni de diabète. Mais problème, ces analyses de sang révèlent un taux de cholestérol bien trop important, 3,18 grammes au lieu des 2 grammes, et un LDL, le fameux mauvais cholestérol qu'il ne faut pas appeler mauvais, à 2,34 au lieu de 2,2. Alors selon l'état de la science, les règles diagnostiques, le consensus voudrait que ce patient ne se voit pas prescrire de statine. Mais ce n'est pas ce qui arriva. Au vu des analyses, son médecin généraliste a fait la moue, un peu de cholestérol il aurait laissé courir, mais 3,18 trop c'est trop, il prescrit une statine. Le patient, lui aussi, s'interroge. Si son taux de cholestérol diminua rapidement, ce ne fut pas le cas de ses doutes alimentés par la lecture d'articles scientifiques et l'attitude de nombreux médecins interrogés sur son cas. Cardiologues, généralistes, diabétologues, tous en substance disent la même chose. Normalement, pas de statine, mais là, vu votre taux élevé, vous êtes un peu un cas à la marge, alors par précaution, bref, ils disent tous oui, mais à contre-cœur. Et alors le coup de grâce viendra de l'indécision d'un cardiologue qui osera dire à ce patient: pour les statines, c'est vous qui voyez. C'est lui qui voit quoi? 2 ans après le début de son traitement, il n'en sait toujours rien et est, comme certainement des millions de patients, partagé, inquiet et dans l'attente d'informations scientifiques étayées et impartiales. Merci Benoît. Ça tombe bien, on a 2 médecins en plateau qui vont peut-être pouvoir nous dire, vous auriez fait quoi? Un homme de 41 ans qui n'a aucun autre facteur de risque que ce 3,18 de cholestérol. Vous traitez pas, vous faites quoi? Vous dites c'est vous qui voyez? Comme cela a été dit, les recommandations, l'objectif, avec toutes les limites que cela comporte, c'est d'avoir un LDL cholestérol inférieur à 2,2. Il est à 2,3. Moi, j'aurais bien volontiers refait 1, 2, voire 3 analyses. Je leur ai peut-être demandé d'intensifier un peu son activité physique, mais c'est vrai que c'est un cas tout à fait limite et il n'y a pas d'indication formelle à la prise de statine. J'aurais fait exactement la même chose. D'accord. Bruno, vous auriez fait pareil? Les consultations. On rappelle que vous êtes directeur de la rédaction. C'est intéressant de voir qu'effectivement, il n'y a pas un protocole tout à fait clair et précis, qu'ensuite il faut s'adapter aux patients. C'est compliqué. Parce que le peu d'études scientifiques sérieuses menées chez ce genre de personnes ne montrent pas d'efficacité. Parce qu'à l'évidence, heureusement pour lui, le risque d'accident cardiovasculaire de cette personne est très faible. Pas zéro, évidemment, mais très faible. Et donc l'efficacité d'un médicament qui a une efficacité faible sur un risque faible, ça commence à faire pas grand-chose. Et bien sûr qu'il y a toujours, de l'autre côté de la balance, un risque d'effet indésirable qui est faible aussi. Mais si c'est lui qui a l'accident grave pour finalement pas d'efficacité, c'est pas terrible. Cela dit, s'il s'intéresse à son risque cardiovasculaire, il semble probable que le régime méditerranéen, sans médicaments, sans choses extraordinaires, c'est plutôt positif. Est-ce que quand on est sous statine à vie ou pas? Parce que regardez, quelqu'un Gérard, ça fait 10 ans qu'il prend des statines, son taux de cholestérol est d'1,4 g. Bon, est-ce qu'il peut arrêter le médicament? Là aussi, parce que l'attitude du médecin, ça peut être laquelle? Ça peut être de dire, bon, je vous donne des statines, on va vérifier votre taux de cholestérol, il est revenu à la normale, donc je ne vais surtout pas vous arrêter les statines parce que ça va remonter, donc je continue. Et d'autres qui vont peut-être l'arrêter et puis voir ce que ça donne. Encore une fois, en prévention secondaire, celui qui a fait un accident cardiovasculaire, je pense qu'il n'y a aucune discussion à avoir, sauf effet indésirable. Donc statine à vie. Sauf effet indésirable. En prévention primaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des calculs de score de risque où on essaye d'évaluer le risque cardiovasculaire qui évolue. On vieillit, donc le risque augmente. Mais par ailleurs, on peut arrêter de fumer, le risque diminue. Et donc c'est du cas par cas, il n'y a pas de dogmatisme en ce domaine. Et donc 10 ans, c'est pas, il y a pas a priori, il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, sinon, il nous l'aurait peut-être signalé. Donc on peut tenter. On a compris que c'est du cas par cas. On ne va pas faire de la consultation ici, mais 10 ans, un taux de cholestérol normal, on se dit qu'il peut essayer d'arrêter quand même.
Il faut voir il faut juger le LDL, voir le HDL, reprendre l'ensemble du problème. Oui, on ne sait pas pourquoi il le prend. Oui, tout à fait. On ne sait pas pourquoi on lui a donné, on ne sait pas pourquoi il le prend. Alors, arrêter le traitement, si on ne sait pas à quoi ça sert, pourquoi on l'a pris, pourquoi on ne le prend pas, enfin, c'est... Il faut voir ça avec son médecin, c'est sûr. Faut réfléchir. Peut-être on peut extrapoler au fait qu'il n'a pas fait d'infarctus, sinon il nous l'aurait dit, suite à un infarctus, ça fait 10 ans que je me traite. Donc on est plutôt dans la prévention dite primaire. Alors, oui, on en a parlé. Certains cardiologues considèrent que cette remise en question cette remise en cause des statines est dangereuse pour des malades qui pourraient arrêter leur traitement. Est-ce fondé? C'est quand même toujours aussi un problème, ces alertes qu'il y a eu quand on a supprimé certaines statines, etc. L'arrêt brutal, est-ce que ça peut présenter un risque, en tout cas pour les personnes qui n'ont jamais fait d'accident vasculaire? En fait, c'est une question quand même qu'il faut se poser, parce que si on attend que les gens ont fait un événement, ok, pourquoi pas. Mais il y a des gens qui font un événement et ils n'auront pas les moyens de prendre une statine après parce qu'ils seront morts. Le gros problème de la prévention primaire, c'est que c'est pour empêcher que les gens fassent des événements. Alors si tout le monde fait une angine de poitrine et une douleur dans la poitrine et qu'on sait qu'ils sont malades, qu'on va leur donner, c'est parfait. Mais sur les 120 000 infarctus, il y en a quand même beaucoup qui décèdent et qui font une mort subite. Et il y a ceux qui vont faire un infarctus avec des séquelles qui vont se retrouver avec l'insuffisance cardiaque. Et donc le problème, c'est que ceux-là, je pense qu'ils seraient bien contents qu'on leur évite leur événement. Je crois qu'on peut demander au cardiologue qui est à côté de nous ce qu'il en pense, parce que c'est ça aussi la prévention primaire. Oui, mais ce serait bien pour ça qu'il y ait une vraie étude qui montre, qui puisse prouver l'efficacité de ces molécules en prévention primaire. Ça serait quand même intéressant. Il y en a eu, clairement, en prévention primaire. Si vous êtes à haut risque ou à très haut risque, on définit le très haut risque par un risque supérieur à 10% de faire dans les 10 ans un événement fatal. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut définir un très haut risque avec uniquement un taux de cholestérol élevé? Voilà. Non. D'accord, on est d'accord. C'est l'ensemble, c'est la cigarette, le tabac, l'âge, le sexe, le pays. Alors s'il y a des gens qui nous rejoignent et qui entendent parler de prévention primaire et secondaire, on rappelle juste prévention primaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de problème, pas de symptômes, pas de problème cardiovasculaire. Le taux de cholestérol est un peu élevé, on donne des statines pour le faire baisser en se disant que peut-être que ça peut donner quelque chose. La prévention secondaire, c'est qu'on a déjà fait un accident, quel qu'il soit, et qu'on évite la rechute. C'est comme ça qu'on parle de primaire et de secondaire. Ça, c'est pour les gens qui nous rejoignent. Bruno? Non, juste pour dire, le risque qu'on prend à arrêter, il se mesure tout de même en quelques pourcents ou quelques pour 1000 du risque de mourir, ce qui est très sérieux, après des années de traitement. Il n'y a pas d'urgence à commencer un traitement et on peut l'arrêter 1 mois ou 2 pour réfléchir. Le danger est infime. Dominique Polton, on a beaucoup parlé dans le doc et puis on entend beaucoup parler des statines, du scandale des statines. Il y a des livres qui ont été dénoncé ces statines, etc. Est-ce que vous, à la Caisse d'assurance maladie, vous avez remarqué une baisse de la consommation de ces médicaments? Est-ce que les gens, on va vous poser la question aussi peut-être, est-ce que vous avez remarqué dans votre patientèle qu'il y a une vraie panique autour des statines et que les gens finissent par arrêter comme ça? Est-ce que vous l'avez remarqué au niveau des banques? Une stabilisation du nombre de boîtes consommées depuis quelques années, mais en même temps, on a eu une très forte augmentation. Ouais. On peut se dire aussi peut-être qu'on est arrivé que toute la population. Oui, c'est ça, la population. Donc, je ne sais pas si ça. On peut difficilement dire si ça a à voir avec les alertes récentes, qui sont d'ailleurs effectivement, ce dont je parle est une stabilisation depuis quand même 2, 3 ou 4 ans. Panique ou pas? Oui, les livres auxquels vous faites référence ont eu on fait trop de bruit et indiscutablement, les choses ne sont pas claires dans l'esprit des gens. En prévention secondaire, il ne faut absolument pas remettre en cause l'arrêt des statines. Bien entendu, le risque d'infarctus dans les jours qui suivent est faible. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit du risque au long cours. En prévention primaire, il est sûr qu'on peut rediscuter, évidemment. Mais en prévention secondaire, et vous l'avez redit... c'est ça. Alors, bon, j'espère que cette émission va éclairer un peu les gens sur le secondaire et le primaire, comme on l'a rappelé, mais quand on parle du scandale des statines, on parle du scandale des statines, on ne parle pas du scandale des statines en primaire, en secondaire, etc. Et finalement, le mot statine finit par effrayer les gens quand vous avez des livres avec un gros tirage et qui se vendent très bien, qui dénoncent tout ça, Bruno, non? Oui, je comprends, mais là, on essaye d'aller plus loin. Ah bah, mais on n'essaye pas, on va y arriver, vous allez voir. Sylvie nous dit qu'elle a pris de la rosuvastatine de 2006 à 2009. Ça a engendré un affaiblissement progressif et généralisé qui a failli la rendre invalide. Alors, on a évoqué déjà le risque de douleurs musculaires, de myopathie extrêmement rare qu'on a entendu un témoignage. Qu'est-ce qu'il y a comme effet secondaire connu aujourd'hui des statines? C'est en effet les problèmes de douleurs musculaires. Il peut y avoir les problèmes plus graves qui sont les rhabdomyolyses, elles sont des nécroses musculaires aussi, mais elles sont très rares. Mais il y a, c'est vrai, comme on le disait dans le film, à peu près entre 5 et 10% des personnes qui, sur un traitement chronique qui peut durer plusieurs années,
vont présenter ces problèmes musculaires. Alors ce qu'il faut faire, surtout, il faut arrêter le médicament. Déjà, faire une fenêtre thérapeutique. Généralement, les douleurs disparaissent en quelques jours, voire 2-3 semaines. Là, vraiment, c'est le signe. Et après, on peut tester et redonner une autre statine qui n'a pas tout à fait la même cinétique, c'est-à-dire qui ne se comporte pas de la même manière dans l'organisme, parce que toutes les statines sont différentes en termes de cinétique. Et on voit, on peut commencer par un comprimé tous les 2 jours ou tous les 3 jours pour voir si les gens le supportent bien. Et les effets secondaires évoqués par le docteur Delorgeril dans son livre, que sont les troubles de la mémoire, les maladies type Parkinson, les cancers, c'est quelque chose de prouvé, pas prouvé? Toutes les études, alors là, il y a eu des études précises sur les problèmes sur la mémoire. Clairement, hein. Oui, non, mais il y a une étude qui s'appelle l'étude Prosper, qui a été faite chez des patients de plus de 70 ans. Et elle avait inclus 5500 patients qui ont été suivis pendant 5 ans. Il y avait un petit peu moins d'infarctus dans ces gens, puisqu'il y en avait 16% en moins. Mais il y a eu surtout des tests très sophistiqués au point de vue mnésique pour voir s'il y avait des modifications des capacités mnésiques. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence entre le placebo et la statine. Même chose pour le cancer, la fameuse étude 4S qui a été faite en 1994. On a 20 ans de suivi maintenant. Il n'y a pas plus de cancer dans le groupe traité par rapport au groupe placebo. Et maladie Parkinson non plus, pas d'augmentation? Parkinson, je ne suis même pas au courant. Je vais dire... Oui. D'une façon générale, ce qui est listé dans la notice est exact. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de la fréquence des problèmes qui sont répertoriés dans la notice, mais les effets indésirables qui sont notés dans la notice du médicament sont des effets indésirables avérés du médicament. La rupture des tendons des 2 épaules, c'est noté. Vous n'avez pas fini. Il n'a pas fini, donc je vais le laisser finir. Je ne sais pas, je ne les connais pas par cœur. Je ne les connais pas par cœur, il faut les regarder. Mais chacun peut regarder la notice. Bien sûr, souvent on se dit, oh là là, il y a plein de choses. Bah oui, il y a beaucoup d'effets indésirables des médicaments. Plus heureusement, plus ou moins fréquents, plus ou moins rares, mais il y en a beaucoup, bien sûr. Et c'est déjà une base de discussion. Et quand on a un effet indésirable d'un médicament, on peut être tenté de le reprendre prochainement, dose progressive. C'est aussi l'occasion de se demander si, comme on a entendu plusieurs fois ce soir, est-ce que vraiment, au fait, finalement, on a encore besoin de ce médicament? C'est bon d'avoir la discussion avec son médecin, oui, c'est sûr. C'est l'occasion de revoir ça. Il y a des effets secondaires qui font peur. Hein. Les statines m'ont rompu les tendons des 2 épaules et m'en ont fragilisé d'autres. Je vis très bien à 68 ans. Sans statine, avec 3 grammes de cholestérol et sans tendons peut-être aussi. C'est Michel qui dit ça. Ça va jusqu'à la rupture des tendons? Ça a pu être favorisé par une statine, ce n'est pas exclu, mais encore une fois, il y a des effets gravissimes. On a parlé des rhabdomyolyses, il faut voir la fréquence, elle intéresse quelques 1 patient sur 10 000, pour donner un ordre de grandeur. Et l'effet le plus fréquent, ce sont des douleurs musculaires, 5 à 10%, c'est le chiffre qu'on a donné. Et il faut rassurer les gens, elles régressent et elles sont bénignes. Gérard demande si les statines ont une influence sur la libido. Mais vous ne regardez pas comme ça, c'est une question sérieuse, c'est Gérard qui la pose. Là encore... je suis sûr que c'est un pseudo. Il sort son joker, lui, je rêve. Ce que je veux dire, c'est que ça a été étudié, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des études quand même où il y a plus de 150 000 personnes qui ont été étudiées contre placebo. Je veux dire, les statines, c'est quand même la classe médicamenteuse qui a été le plus étudiée dans le monde avec le plus de gens. Je veux dire, c'est quand même vraiment, même pour l'hypertension, même si globalement il y a eu plus d'études sur l'hypertension, il n'y a pas une seule classe de médicaments qui a été autant étudiée que les statines. Donc, là encore, même si ça existe sur la longue liste des effets secondaires des médicaments, comme il y a pour tous les médicaments, y compris pour le paracétamol, ce n'est pas décrit. En France, c'est un débat franco-français, ça, l'histoire des statines, ou c'est un peu dans le monde entier qu'on se pose des questions sur cette classe de médicaments? Je ne sais pas si, la CNAM, vous avez... Nous, ce qu'on voit, en tout cas, c'est les pratiques françaises de prescription, mais je ne me prononcerai pas sur un domaine sur lequel l'assurance maladie n'a aucune légitimité, qui est effectivement la science et la médecine, mais sur le plan de la consommation de statines, on a à la fois des consommations assez élevées par rapport à notre risque, c'est vrai, mais surtout, on a une structure de consommation qui est très atypique, mais qui d'ailleurs se retrouve dans beaucoup de familles de médicaments, c'est-à-dire qu'on utilise toujours, nous, très très largement les médicaments les plus récents et les plus chers au détriment des génériques. Ça, c'est très classique en France, mais c'est particulièrement le cas sur les statines. Et on prescrit plus que dans les autres pays européens? On prescrit, on prescrit un peu plus, mais cet écart s'est quand même réduit. On
prescrit un plus. Et surtout, alors si vous voulez, la question pour le savoir si on prescrit plus ou moins, c'est qu'il faut quand même le rapporter au risque. Nous, on n'a pas un risque, je crois, très élevé par rapport à d'autres pays et on a plutôt une prescription élevée. Mais c'est surtout aussi la structure de consommation qui est très atypique chez nous. Nous, on utilise par exemple 30% de rosuvastatine. Un tiers des gens à qui on prescrit une statine pour la première fois ont la dernière statine sortie, donc le Crestor, la rosuvastatine, alors que c'est moins de 1% en Allemagne, quelques pourcents dans les pays, tous les pays qui nous environnent. Ce qu'on appelle la pression de prescription qu'on a vu passer là. C'est-à-dire qu'en gros, les labos, quand il y a un médicament, enfin on le sait, tous les médecins le savent, quand un laboratoire sort un médicament, il met un peu plus le paquet sur les visiteurs médicaux pour faire la promotion de ce médicament. Donc c'est ça qui fait qu'on prescrit plus de médicaments chers. Ça doit être, il doit y avoir un rapport, oui, parce qu'en l'occurrence, la rosuvastatine n'a aucun avantage démontré sur les deux plus anciennes, les mieux évaluées, donc c'est extraordinaire. Mais cela dit, ça ne dépend pas que du médecin généraliste. Je crois que si on écoute les médecins généralistes, ils constatent souvent que c'est difficile d'aller expliquer aux patients que oui, le cardiologue a prescrit tel médicament, mais en fait, ce n'est pas le meilleur choix pour lui. C'est pas évident parce qu'on se dit, le cardiologue, il est spécialiste. En l'occurrence, je dis cardiologue parce qu'on parle cholestérol, là, mais on peut parler diabète ou ce que le cardiologue prescrit le plus cher aussi. L'une des causes de prescription, et il y en a beaucoup, c'est qu'en fait, la rosuvastatine, en l'occurrence, est l'une des statines les plus puissantes en termes de réduction du LDL cholestérol, ce qui prouve que les cardiologues ont un œil extrêmement attentif sur le LDL cholestérol. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas d'études comparant les différentes statines, ce serait également des études à faire. On en manque, mais l'une des raisons c'est ça. Nous, on en a fait une à l'assurance maladie en vie réelle entre la simvastatine et la rosuvastatine où honnêtement il y a sur des populations très très nombreuses puisque c'est des choses qu'on regarde vraiment dans la vraie vie et où nous et c'est quand même publié tout à fait logiquement dans des revues internationales où il n'y a aucun écart de morbimortalité, c'est-à-dire et pourquoi il sort alors puisque on a encore un nouveau traitement là dont on nous parle, l'anti-PCSK9. On va y revenir, mais je voudrais revenir sur la notion de comparaison de statine. Il y a quand même une étude qui s'appelle l'étude PROVIT, qui a comparé la pravastatine avec la torvastatine. Et sincèrement, puisque c'était le laboratoire de la pravastatine qui l'avait financé, il pensait qu'il n'y aurait pas de différence. Alors qu'effectivement, la torvastatine est plus puissante que la pravastatine. Eh bien, cette étude, pour sauver les vies. Eh bien, cette étude a quand même montré qu'il y avait une différence, en fait, en faveur de la torvastatine par rapport à la pravastatine. Mais ça, pour les gens, ils ne comprennent rien. Les téléspectateurs, ça change quoi pour eux? Eh bien, simplement, c'est que quand on dit qu'une statine, elles sont égales, elles ne le sont pas tant que ça, puisque quand on a fait une étude pour les comparer, il y en a une qui était plus puissante en termes de baisse du LDL cholestérol et qui donnait de meilleurs résultats en termes de baisse des lésions au niveau des coronaires. Ça a été prouvé quand même, on peut le dire, que donc il y a une différence d'efficacité entre les statines en fonction de leur capacité à faire baisser le LDL cholestérol. Mais de l'efficacité sur des chiffres ou des images, pour ce qui est de la vie des gens. Oui, pour ce qui est le principal critère. Ça change encore plus la vie que d'avoir une angiographie pas normale. Alors, il y a un nouveau traitement. Anti-PCSK9, est-ce qu'il a des inconvénients? C'est un médicament qui est en cours d'expérimentation. Très cher. Qui est très cher. Et ce médicament, en fait, il va bloquer une protéine qui finalement provoque le renouvellement de ce fameux récepteur au LDL. Donc le récepteur n'est plus renouvelé et il reste actif plus longtemps. Comme il reste actif plus longtemps, il va capter plus de LDL. Et comme il va capter plus de LDL cholestérol, le taux va baisser dans le sang. Efficace pour la mortalité? Attendez, pour l'instant, on sait simplement que ça fait baisser de 50 c'est le critère. Rendez-vous en 2017. Voilà, exactement. Ça baisse de 50 à 60% le taux de LDL cholestérol. Et les études de morbimortalité sont en cours. Il y en a 2 qui sont en cours, 2017. On reste toujours sur la prévention après un accident? On reste toujours sur la prévention secondaire? Ou est-ce que ce médicament pourra avoir une efficacité que l'aujourd'hui on n'a pas retrouvée avant d'avoir un accident? Qu'on se mette bien d'accord. Il y a des études de prévention primaire qui montrent que le fait de faire baisser le cholestérol, ça diminue la mortalité. C'est vrai que ça n'a pas été prouvé en France. Associé à d'autres facteurs? Non. Il y a une étude qui est l'étude Wooscops qui a été faite en Écosse de façon très claire, qui a pris des hommes qui étaient hypercholestérolémiques. Et en fait, après 5 ans, il y avait effectivement moins d'événements et moins de morts. C'était très limite dans la population écossaise. Alors c'est vrai que le risque des Écossais est beaucoup plus nettement supérieur à celui des Français. Mais il ne faut pas dire qu'on n'a pas de preuves en prévention primaire. Elles existent. Oui. Il ne faut pas qu'on passe trop de temps, je pense, dans les discussions. On parle encore d'alimentation. C'est des personnes à très haut risque. Elles existent, il faut s'occuper d'elles, je suis bien d'accord. Donc l'ordre de grandeur, c'est qu'après 4-5 ans de traitement,
On passe de 8 pour 1000 à 6 pour 1000 qui sont morts. Et du point de vue statistique, c'est la limite. Alors, ce n'est pas une grande démonstration. Combien ça coûte, juste combien ça coûte PCSK9, de ce qu'on aperçoit dans les premiers résultats, pour les 2 médicaments qui sont autorisés, là, ça augmente modérément, pour l'instant, le risque d'infection respiratoire, urinaire, etc. Comme d'habitude, avec les nouveaux médicaments, il faut être très ouvert au fait que ça va peut-être bien se passer et peut-être provoquer des catastrophes. Il faut être super prudent. Il faut sur la mémoire, oui, il faut qu'on passe à la mémoire. Il est commercialisé aux USA, oui. Et actuellement, ça devait être 15 000 $ le coût annuel. D'accord. Enfin, le pas par personne. Le prix par demandé. Par personne? Oui. Ah oui, c'est cher. Voilà, c'est pour ça. C'est déjà pas. Enfin, le coût, oui. Enfin, le prix demandé, parce qu'en fait, comme d'habitude, le prix des médicaments n'a rien à voir avec le prix de la recherche ni de fabrication. Hein. C'est une autre histoire. La mémoire, Olivier nous dit la perte de mémoire est-elle avérée comme effet secondaire de la prise de statine? Et on en a une autre sur la mémoire de la part de Michel Delorgeril. Les statines sont horriblement toxiques pour les neurones. Non. Pas d'étude qui est montrée, aucune. Qui a été validée aux États-Unis, rien. Je sais si ça a été dit que ça favorisait la démence. J'ai dit, il y a d'autres études qui montraient que quand on suivait des cohortes, il y en avait moins qui faisaient des Alzheimer. Mais les études qui ont été faites en comparant le placebo aux statines n'ont pas montré de différence. La Food and Drug Administration américaine, qui est l'organisme de régulation et de surveillance, reconnaît qu'il y a des troubles de la mémoire liés à la prise de statine. Oui, mais le problème, ce sont des cas particuliers. C'est exactement comme la myofasciite nécrosante, c'est 10 ou 15 cas. Alors effectivement, après la question, c'est est-ce que dans une étude comparant des gens sous placebo et des gens sous médicaments, est-ce qu'il y a une différence de l'étude précise de la mémoire par des tests? Eh bien, il n'y en a pas de différence. Voilà. Alors par contre, les cas particuliers existent. Et je veux dire, pour tous les médicaments, il y a des cas particuliers, y compris les médicaments contre la toux, qui font aussi baisser la mémoire. Bruno? Oui, on est bien d'accord qu'il y a des personnes chez qui on ne peut pas exclure que ce soit le médicament qui a altéré, en l'occurrence, la mémoire ou d'autres capacités. Alors, horriblement, ça c'est horriblement. C'est un critère. C'est subjectif. Bon, et on est d'accord que ce n'est pas des effets indésirables qui sautent aux yeux dans les essais qui ont été menés. Bon, pas comparable avec les douleurs musculaires ou des effets effectivement très fréquents. Voilà. Ouais. Mais par contre, il est très probable, il est certain qu'il y a des gens qui en souffrent. Ça, c'est certain. Quelques questions d'alimentation quand même, parce que c'est vrai que quand on vous dit qu'on a trop de cholestérol, en général, les gens pensent on arrête les œufs, on arrête le fromage, on arrête la charcuterie, on arrête tout ça. Et on prend de la margarine. Anne demande si manger 2 œufs par semaine, c'est pas beaucoup. Est-ce que ça peut faire augmenter le cholestérol? Le cardiologue prescrit quoi là? On essaie de répondre rapidement parce qu'on a plein de 2 œufs questions. par semaine, je donne mon accord. Très bien. C'est-à-dire que pour les œufs, il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on parle de nutrition, on ne parle plus de médicaments. Ça veut dire que quand vous prenez une statine, vous savez exactement le milligramme que vous prenez. Quand vous prenez un œuf, en fonction d'où il vient, la composition de l'œuf peut être totalement différente, que ce soit la quantité de cholestérol. Mais ça, les gens, il ne faut pas savoir quand ils vont chercher leurs œufs. C'est pour ça que je vous explique que donc on ne peut rien dire et que donc mais a priori... si vous demande votre patient, est-ce que je peux manger 2 œufs par semaine? Ah ben voilà, ça c'est gentil. Ouais. Vous étiez d'accord avec ce qui a été dit dans le doc sur les margarines là, question. Constat assez sévère. Les huiles sont-elles en cause dans l'excès de cholestérol? Quelle est la meilleure, Sylvain? Mais moi je parle de tout ce qu'on a dit sur les produits anti. Voilà, elles sont là. Les margarines anti-cholestérol. Sont-elles bonnes pour notre santé? Elles font baisser le cholestérol de 10 à 15%. Comme l'a dit effectivement le professeur, simplement, c'est qu'après, on n'a aucune preuve qu'elle fasse baisser les maladies cardiovasculaires. Mais il va plus loin, il a l'air de dire qu'effectivement, dans certains cas, c'est plutôt dangereux. On ne sait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les phytostérols, c'est le reflet des légumes et des fibres que vous mangez. Et donc, vous avez des études qui montrent que quand on a les phytostérols augmentés, il y a plus de maladies cardiovasculaires et de cancer. Il y en a d'autres qui montrent le contraire, parce que si vous mangez beaucoup de fibres et beaucoup de légumes qui sont plutôt contre le cancer, vous allez voir aussi les phytostérols qui sont augmentés. Donc, il y a une espèce de mélange entre ceux qui prennent les margarines, qui ont 10 fois plus de quantité de phytostérol que celui que vous avalez en mangeant des légumes. Et donc, du coup, ça va être très difficile de trouver une vraie vérité. Vous conseillez la margarine, vous, aux patients? Oui. Oui, mais sans excès. En fait, je pense qu'une alimentation diversifiée reste extrêmement importante et éviter les charcuteries, les fromages gras, cela paraît une évidence. Éviter le surpoids. Il y a des mesures hygiéno-diététiques qui sont indispensables et qui ne sont pas souvent, pas assez... Mais enfin, sur les margarines, il y a marqué quand même, c'est pratiquement un médicament. Donc on ne prendra pas la margarine pour diminuer la mortalité. Bien sûr, d'accord, c'est clair, oui. On ne sait pas grand-chose de ce qu'on fait avec les margarines, alors qu'avec le régime méditerranéen, il y a quand même quelques données favorables en termes d'accidents cardiovasculaires. C'est quand même mieux si on s'intéresse à l'alimentation, à l'intérêt de l'alimentation et le risque cardiovasculaire. Et au goût, c'est pas mal aussi.
Ah bah ça, c'est donc, non, mais parce qu'on n'a pas répondu à la question sur les huiles. Les meilleures huiles pour... alors, je ne sais pas si ça fait baisser le cholestérol, mais enfin, en tout cas, de ne pas l'augmenter. Mais en tous les cas, il est l'huile probable d'olive, toujours. que l'huile d'olive est assez intéressante, et l'huile de colza aussi, parce qu'elle contient une partie d'oméga 3. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle le régime méditerranéen, c'est les huiles plutôt d'olive, c'est les poissons, les légumes. Et des magrets. Non, ça c'est sud-ouest, c'est pas méditerranéen. C'est l'Atlantique. Vous n'avez pas vu le... En gros, c'est les céréales, donc le riz, la semoule, voilà. Les fruits et les légumes. Effectivement, plutôt de l'huile d'olive si on veut du gras. Pas beaucoup de viande. Plutôt des poissons. Et un peu de poisson. Un peu de poisson gras. Et pas trop de laitage non plus. D'accord. Victime d'un infarctus en 2004. On est dans le secondaire. On a bien compris. J'ai remplacé les statines classiques par de la levure de riz rouge. Est-ce que j'ai bien fait, demande Jean-Pierre. La première question, ce serait de savoir pourquoi. La réponse est plutôt négative. Avec la levure de riz rouge, on ne sait pas très bien ce que l'on prend. Il n'y a pas de dosage extrêmement précis. Oui, enfin, ça contient une sorte de statine, sauf qu'on ne sait pas du tout le dosage qu'on prend. Effectivement, avec le médicament, il y a tout de même des normes de fabrication et on sait à peu de choses près ce qu'il y a dans un comprimé. Là, par contre, on ne sait pas du tout où on en est et on risque, comme avec une statine, une rhabdomyolyse, enfin des accidents musculaires graves. Et alors, il ne faut pas dire levure de riz rouge. C'est Jean-Pierre qui l'a dit. C'est la levure rouge de riz. Oui. Parce qu'en fait, le riz, il est blanc et la levure le fait devenir rouge en fonction, effectivement, de la maturation. Si on devait très concrètement conclure, on pourrait dire... 30 secondes. En 30 secondes. On dirait, bon, le cholestérol, enfin, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le cholestérol, on continue à le doser. Voilà. Si on a trop de mauvais cholestérol, ce n'est pas excellent pour la santé. Les statines, médicaments, pas de débat sur le fait que quand on a fait un accident cardiovasculaire, il faut en prendre pour éviter de récidiver. Tout le débat, il est sur est-ce qu'on en prend avant d'avoir un accident ou pas. C'est ça ? Et il faut le réserver aux patients à haut risque. Il faut déterminer le risque du patient. Il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs de risque du patient. Il faut penser la personne, son risque cardiovasculaire, ce qu'elle souhaite dans la vie, ce qu'elle est prête à accepter comme effet indésirable. Et après, on verra s'il y a le cholestérol. Et rassurer. Et rassurer la caisse d'assurance maladie. Est-ce que la caisse peut supporter encore En disant, voilà, il faut arrêter de prescrire systématiquement des statines dès qu'on a un petit taux de cholestérol élevé et adapter ça au cas par cas. Il faut prescrire à bon escient, mais il faut aussi essayer de prescrire, puisque quand même, dans tous les cas, on a une statine au lieu génériquée qui est beaucoup moins chère et qui fait aussi bien. Il faut éviter de prescrire ce qui est le plus cher. C'est même les deux meilleurs qui sont génériqués depuis longtemps, alors ça tombe bien. D'accord. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à tous ceux qui ont participé à ce document. Évidemment à Benjamin Battard, le rédacteur en chef de cette émission, et à Benoît Thévenet. Ne me remerciez pas, c'est normal. Alors nous avons un partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France, que vous voyez derrière moi, avec un dossier sur le cholestérol altosidé reçu. Demain, je recevrai Marina Cardancos pour le magazine de la santé. Vous me recevez tous les jours, c'est... À 13h40. À demain. Très bonne fin de soirée, à demain, au revoir.